Le millionnaire s'est réveillé sans aucun contrôle sur son propre destin. La domestique, autrefois invisible, se tenait fermement devant lui. Ce qu'elle voulait n'était pas la vengeance, c'était l'amour. Et sa révélation fit trembler le millionnaire. Avant de continuer, dites-moi en commentaire quelle partie de cette histoire a le plus touché votre cœur jusqu'à présent. C'est votre participation qui fait grandir cette chaîne, et profitez-en pour vous abonner, car la fin de cette histoire a un retournement de situation si incroyable que même un feuilleton n'oserait pas le montrer. Laurent Dubois avait toujours été le genre d'homme qui croyait pouvoir tout contrôler. Ses affaires, ses émotions, et même la solitude qui l'accompagnait depuis qu'il avait décidé de fermer son cœur au monde. À 42 ans, il dirigeait un empire commercial qu'il avait bâti de zéro et qui était devenu une référence dans le secteur de la technologie à Paris. Son hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine était le reflet parfait de cette trajectoire. Imposant, moderne, entouré de hauts murs et de caméras de sécurité qui promettaient de le protéger de toute menace extérieure. Mais ce jeudi matin, en se réveillant avec la lumière du soleil qui filtrait à travers les rideaux entr'ouverts, Laurent comprit qu'il y a des choses contre lesquelles aucun mur n'est suffisant. La première pensée qui traversa son esprit encore confus fut simple et déconcertante. Pourquoi ses bras ne bougeaient-ils pas? Il essaya de tourner son corps sur le côté gauche, comme il le faisait chaque matin, mais quelque chose l'en empêchait. C'est alors que la réalité s'abattit sur lui comme un seau d'eau glacée. Ses mains étaient attachées, menottées, à son propre lit. Le métal froid serrait ses poignets, et les courtes chaînes liaient chacun de ses bras à une des extrémités de la tête de lit en acajou massif qu'il avait lui-même choisi des années auparavant, ne pensant qu'au design et au confort. Jamais il n'aurait imaginé que cette pièce deviendrait partie intégrante d'une scène aussi absurde et humiliante. Laurent tira sur ses bras avec force, essayant de se libérer. Mais les menottes étaient réelles et bien fixées. La panique commença à lui monter à la gorge. Comment cela avait-il pu arriver? Il tenta de reconstituer la nuit précédente dans sa mémoire. Il se souvenait d'avoir dîné seul, comme toujours, tout en révisant des contrats dans le bureau de son hôtel particulier. Ensuite, il était monté dans sa chambre vers 23 heures. Il avait pris une douche, enfilé le pyjama en coton qu'il laissait prêt chaque soir, et s'était couché pour lire quelques chapitres d'un livre sur les stratégies de marché. Son dernier souvenir clair était d'avoir éteint la lampe de chevet et fermé les yeux, fatigué après une autre journée intense de réunions et de décisions. Rien d'anormal, rien qui n'expliquait de se réveiller de cette manière. L'humiliation brûlait plus que l'inconfort physique. Laurent Dubois, l'homme qui avait toujours eu un contrôle absolu sur chaque aspect de sa vie, était prisonnier de son propre lit, vulnérable et exposé. Il regarda autour de la chambre, cherchant un signe d'effraction, mais tout semblait exactement comme il l'avait laissé la veille. Les meubles en place, les portes fermées, les fenêtres intactes. Aucun signe d'effraction. Aucune piste sur la façon dont cela avait pu se produire. Et puis une question encore plus effrayante se forma dans son esprit. Qui avait fait ça? Et, pire encore, cette personne était-elle encore dans la maison? Le réveil numérique sur la table de chevet indiquait 7h23. Bientôt, l'équipe d'employés commencerait à arriver. La cuisinière, le jardinier, l'agent de sécurité qui faisait la ronde de jour. Et Chloé. Chloé Martin, la jeune femme qui travaillait comme employée de maison depuis quelques mois. Elle arrivait toujours ponctuellement à 7h30, portant l'uniforme simple et discret que Laurent exigeait de tous ses employés. Il savait peu de choses sur elle, juste les informations de base de son dossier d'embauche. 26 ans, originaire d'Orléans, des références impeccables de la famille précédente où elle avait travaillé. Mais Laurent ne s'était jamais intéressé à en savoir plus. Pour lui, les employés n'étaient que cela. Des personnes qui accomplissaient des tâches en échange d'un salaire. Maintenant, cependant, l'idée que Chloé ou tout autre employé entre dans cette chambre et le trouve dans cette situation était insupportable. Il devait se libérer avant que quelqu'un n'apparaisse. Laurent essaya de forcer à nouveau les menottes, tordant ses poignets, mais ne réussit qu'à s'écorcher la peau. Il respira profondément, essayant de calmer son esprit. Il devait penser clairement. Peut-être pourrait-il atteindre le téléphone qu'il laissait toujours sur sa table de chevet. S'il parvenait à appeler l'agent de sécurité, il pourrait résoudre cela discrètement.
Mais lorsqu'il étira son corps au maximum, il réalisa que l'appareil était à quelques centimètres hors de sa portée. Celui qui avait fait ça avait bien planifié son coup. Les minutes s'éternisaient comme des heures. Laurent sentait la sueur commencer à mouiller sa nuque. Non, pas à cause de la chaleur, mais de l'anxiété croissante. Et puis il entendit le son qu'il redoutait, des pas dans le couloir. Léger, presque silencieux, mais inconfondable. Quelqu'un montait l'escalier. Il reconnut le rythme familier des pas. C'était Chloé. Elle montait toujours au 2e étage dès son arrivée pour vérifier si quelque chose n'était pas à sa place ou s'il y avait un besoin urgent avant de commencer le ménage. La routine que Laurent avait toujours approuvée se retournait maintenant contre lui. Les pas s'arrêtèrent devant la porte de la chambre. Laurent retint sa respiration. Un instant, il pensa à feindre de dormir encore, mais ce serait inutile. La porte commença à s'ouvrir lentement, et Chloé entra avec sa posture discrète, regardant vers le bas, tout en tenant un plateau avec le petit déjeuner qu'il prenait toujours dans sa chambre les jours de semaine. Elle fit 2 pas à l'intérieur avant de lever les yeux, et alors elle se figea. Le temps sembla s'arrêter à cet instant. Chloé resta complètement immobile, les yeux écarquillés, le plateau tremblant légèrement dans ses mains. Laurent vit le choc se transformer en confusion, puis en quelque chose qu'il ne put identifier immédiatement. De la peur, de la compassion? Elle ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, mais aucun son ne sortit. Elle resta simplement là, figée, en train de traiter la scène impossible qui se déroulait devant elle. Laurent, pris par un mélange de honte et de désespoir, fut le premier à rompre le silence. « Je sais ce que ça a l'air, mais ce n'est pas du tout ce que vous pensez. S'il vous plaît, aidez-moi à sortir de là. J'ai besoin que vous gardiez votre calme et que vous m'aidiez. » Sa voix sortit plus faible qu'il ne l'aurait voulu, presque suppliante. Chloé resta immobile encore quelques secondes, puis posa soigneusement le plateau sur la commode à côté de la porte. Ses mouvements étaient lents, comme si elle essayait encore de décider si c'était réel ou une sorte de rêve étrange. Elle fit un pas hésitant vers le lit. « Monsieur Dubois, que s'est-il passé? Qui vous a fait ça ?» Sa voix était douce, empreinte d'une préoccupation sincère, et cela surprit Laurent. Il s'attendait à de la peur, peut-être même à de l'accusation dans ses yeux, mais ce qu'il vit fut seulement une volonté sincère d'aider. Chloé s'approcha davantage, examinant les menottes sans les toucher comme si elle évaluait la situation. « Je ne sais pas, » répondit Laurent, et pour la première fois depuis de nombreuses années, il admit sa propre vulnérabilité. « Je me suis réveillé comme ça. Je ne me souviens de rien. Je ne sais pas qui a fait ça, ni comment. J'ai juste besoin de sortir de cette situation le plus vite possible avant que quelqu'un d'autre ne voie. » Chloé hocha la tête, comprenant immédiatement l'urgence. Elle était jeune, mais il y avait une maturité dans son regard que Laurent n'avait jamais remarquée auparavant. Sans rien dire, elle sortit rapidement de la chambre. Laurent sentit la panique revenir. Et si elle partait? Et si elle allait appeler d'autres personnes? Mais en moins d'1 minute, Chloé revint avec une boîte à outils qui était rangée dans le cellier du rez-de-chaussée. « Je vais essayer d'ouvrir les menottes, » dit-elle, examinant déjà le mécanisme avec soin. « Si je n'y arrive pas, je devrais appeler un serrurier, mais je le ferai discrètement, promis. » Laurent observa Chloé travailler. Elle utilisa un petit tournevis, essayant de déverrouiller la première menotte. Ses mains étaient fermes, sans trembler, et elle se concentrait entièrement sur la tâche. Il y avait quelque chose de réconfortant dans cette présence calme, au milieu du chaos qu'il ressentait à l'intérieur. Laurent réalisa qu'il ne l'avait jamais vraiment regardée auparavant. Elle n'avait toujours été qu'un visage de plus dans la routine de la maison, quelqu'un qui nettoyait, organisait et disparaissait sans laisser d'impression. Mais maintenant, en la voyant là, il remarqua des détails qui lui avaient échappé. Les yeux marron foncé qui reflétaient la détermination, les cheveux attachés en un chignon simple mais soigné, les mains calleuses de quelqu'un qui connaissait le travail dur. Après quelques minutes de tentative, Chloé réussit à déverrouiller la première menotte. Laurent sentit un soulagement immédiat en libérant un de ses bras. Elle se déplaça rapidement de l'autre côté du lit et commença à travailler sur la seconde menotte. Le silence entre eux était lourd mais pas inconfortable. C'était comme s'ils essayaient tous les deux de comprendre ce qui se passait, chacun à sa manière. Quand la seconde menotte s'ouvrit enfin, Laurent s'assit sur le lit, se frottant les poignets endoloris. Il y avait des marques rouges sur sa peau, mais rien de grave. Chloé ramassa soigneusement les menottes,
comme si elles étaient des preuves importantes, et les plaça dans la boîte à outils. « Vous allez bien, monsieur? Voulez-vous que j'appelle quelqu'un? Un médecin? La police ?» Laurent secoua vivement la tête. « Non, je ne veux personne au courant de ça. Pas encore. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé d'abord. Chloé, pouvez-vous, s'il vous plaît, ne rien dire à personne? À aucun des autres employés. » Chloé hésita un instant, clairement partagée entre la loyauté envers son patron et l'inquiétude pour sa propre sécurité. Après tout, si quelqu'un avait réussi à entrer dans la maison et à faire cela, peut-être qu'ils étaient tous en danger. Mais elle finit par acquiescer. « D'accord, monsieur, mais vous devez découvrir comment c'est arrivé. Ça pourrait être dangereux. » Laurent acquiesça, se levant du lit avec les jambes encore un peu tremblantes. Il enfila un peignoir et se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin impeccablement entretenu en bas. Tout semblait normal, tranquille, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Mais il savait que cette normalité était illusoire. Quelqu'un avait accès à sa maison, à l'intimité la plus profonde de sa vie. Et pire, quelqu'un avait un but en faisant cela. Ce n'était pas un cambriolage ordinaire. Rien n'avait été volé. L'acte avait quelque chose de personnel, de calculé. Chloé était toujours là, ne sachant pas si elle devait partir ou rester. Laurent se tourna vers elle. « Merci, dit-il, et il y avait une sincérité véritable dans ce mot. Merci de m'avoir aidé, et de ne pas être parti en courant ou d'avoir fait un scandale. Je sais que la situation était étrange. » Chloé esquissa un petit sourire, le premier depuis qu'elle était entrée dans la chambre. « Vous étiez en difficulté, monsieur. Je n'allais pas simplement vous laisser comme ça. Ma grand-mère m'a toujours appris qu'on aide les gens dans le besoin, peu importe qui ils sont. » La mention de sa grand-mère éveilla la curiosité de Laurent, mais il ne posa pas d'autres questions à ce moment-là. Chloé prit congé discrètement et quitta la chambre, emportant la boîte à outils et les menottes. Laurent se retrouva de nouveau seul, mais maintenant la solitude avait un poids différent. Il s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre et laissa son esprit commencer à travailler sur la seule chose qu'il savait bien faire. Analyser, déduire, planifier. Qui ferait ça? Et pourquoi? Laurent avait des ennemis. C'était inévitable dans le monde des affaires. Au fil des ans, il avait pris des décisions difficiles, conclu des accords qui avaient profité à son entreprise au détriment d'autres, mené une concurrence agressive sur le marché. Mais rien qui ne justifiait une intrusion aussi personnelle, aussi humiliante. Cela ressemblait à plus qu'une simple rivalité commerciale. Cela ressemblait à une vengeance. Son esprit se tourna inévitablement vers le passé. 8 ans plus tôt, il avait vécu le moment le plus difficile de sa vie. L'entreprise était en pleine expansion lorsqu'il découvrit que son associé et petite amie de l'époque, Béatrice Valentin, détournait des fonds pour financer une entreprise concurrente qu'elle prévoyait d'ouvrir avec Fabien Moreau, le meilleur ami de Laurent depuis l'enfance. La découverte avait été dévastatrice non seulement à cause des sommes en jeu, mais aussi à cause de la double trahison. Les 2 personnes en qui il avait le plus confiance au monde l'avaient poignardé dans le dos. La bataille judiciaire qui s'ensuivit fut longue et épuisante. Laurent avait gagné, récupéré les fonds et les avait tous 2 expulsés de l'entreprise. Mais il avait gagné seul. Depuis, lors, il n'avait plus jamais permis à quiconque de s'approcher trop près. Il n'avait plus jamais vraiment fait confiance à personne. Était-il possible que Fabien ou Béatrice soient derrière tout ça? Laurent savait que Fabien dirigeait maintenant une entreprise rivale de taille moyenne et qu'il n'avait jamais manqué une occasion de l'attaquer publiquement dans des interviews et des événements du secteur. Quant à Béatrice, il avait complètement perdu le contact. Il avait appris par des tiers qu'elle avait déménagé à l'étranger après le scandale, mais rien de plus. Peut-être était-elle revenue. Peut-être agissaient-ils à nouveau ensemble. La journée se déroula dans un étrange brouillard. Laurent essaya de travailler, de répondre aux emails, de participer à des réunions virtuelles, mais son esprit ne parvenait pas à se concentrer complètement. Il se surprit à observer chaque employé de la maison avec méfiance, cherchant des signes de culpabilité ou un comportement suspect. Mais tous semblaient normaux, accomplissant leur routine comme toujours. Tous, sauf Chloé. Elle évitait de le croiser, s'occupant dans d'autres parties de la maison. Laurent savait qu'elle lui laissait de l'espace, respectant la gêne de la situation, et d'une certaine manière, il lui en était reconnaissant.
L'après-midi, il examina tous les enregistrements des caméras de surveillance de la nuit précédente. Il regarda des heures et des heures d'images, cherchant le moindre mouvement suspect. Mais il ne trouva rien. Aucune intrusion, aucune ombre déplacée. Celui qui avait fait ça connaissait bien le système de sécurité et savait comment l'éviter, où il avait un accès autorisé. Cette pensée le dérangea profondément. Seul lui et 3 employés plus anciens avaient les codes d'accès complets. Et Laurent ne voulait pas croire que l'un d'eux était impliqué. Quand le soleil commença à se coucher, teintant le ciel de Paris de nuances d'orange et de rose, Laurent descendit à la cuisine pour prendre de l'eau. Il était rare qu'il circule dans les zones de service de la maison, restant généralement dans son bureau ou les pièces principales. C'est pourquoi il fut surpris de trouver Chloé assise seule à la petite table du coin, prenant un café. Elle se leva rapidement en le voyant, mais Laurent lui fit un geste pour qu'elle reste. « Détendez-vous, vous pouvez continuer votre pause. » Chloé acquiesça avec hésitation et se rassit, mais maintenant visiblement mal à l'aise en sa présence. Laurent prit une bouteille d'eau dans le réfrigérateur et, pour une raison qu'il ne sut expliquer lui-même, tira une chaise et s'assit de l'autre côté de la table. Chloé le regarda, surprise. « Vous avez découvert quelque chose sur ce qui s'est passé ce matin ?» demanda-t-elle doucement, en baissant la voix pour que personne d'autre n'entende. Laurent secoua la tête. « Rien, c'est comme si c'était un fantôme. Aucun signe sur les caméras, aucune preuve d'effraction. Ça n'a aucun sens. » Chloé but une gorgée de son café, pensive. Et si ce n'était pas une effraction? Et si c'était quelqu'un qui était déjà à l'intérieur, quelqu'un avec un accès? La question était délicate, à la limite de l'accusation, mais Chloé l'avait posée avec tant de soin qu'elle ne parut pas offensante. Laurent réalisa qu'elle suivait simplement la logique la plus évidente de la situation. « J'y ai déjà pensé, » admit-il. « Mais je ne veux pas y croire. Les gens qui travaillent ici sont avec moi depuis des années. Ils sont fiables. » Chloé ne dit rien, le regardant simplement avec une expression qui semblait dire que faire confiance aveuglément n'était pas toujours sage. Laurent sentit une pointe d'ironie. Lui qui avait vécu les 8 dernières années sans faire confiance à personne, défendait maintenant la fiabilité de ses employés. Mais en réalité, ce n'était pas de la confiance. C'était juste la difficulté d'accepter que sa vie était encore plus exposée qu'il ne l'imaginait. « Et vous ?» demanda Laurent, changeant de sujet. « Ça fait combien de temps que vous êtes ici, déjà? 3 mois? 4, corrigea Chloé. « J'ai commencé fin avril. » Laurent hocha la tête, faisant des calculs mentaux. 4 mois, ce n'était pas assez long pour que quelqu'un planifie quelque chose d'aussi élaboré. Ou si? Il étudia son visage, cherchant des signes de fausseté, mais ne trouva que de la fatigue. Le genre de fatigue qui vient d'un travail acharné au quotidien, pas de la machination de plans secrets. « Vous habitez loin d'ici ?» demanda-t-il, réalisant qu'il ne savait pratiquement rien de sa vie en dehors de cette maison. « À Saint-Denis, je partage un petit appartement avec ma grand-mère. C'est elle qui a besoin de mes soins. Elle est malade. »« Rien de grave, j'espère. » Chloé hésita, comme si elle décidait de ce qu'elle devait partager avec son patron. « Des problèmes cardiaques. Elle a besoin de médicaments chers et de consultations régulières. C'est pour ça que j'ai dû reprendre un travail d'employé de maison. Ça paye mieux et plus vite que d'autres options. » Laurent sentit une pointe de quelque chose qui pourrait être de la culpabilité ou simplement de la conscience. Il payait bien, c'était vrai, mais il n'avait jamais beaucoup pensé à où allait cet argent ou à ce qu'il signifiait pour ceux qui le recevaient. Chloé n'était pas seulement une employée qui nettoyait sa maison. C'était une petite fille qui s'occupait de quelqu'un, qui sacrifiait son temps et son énergie pour s'assurer que la personne qu'elle aimait avait ce dont elle avait besoin. « Je suis désolé, dit-il. » Et il réalisa qu'il l'était vraiment. Ça doit être difficile. « Oui, » acquiesça Chloé, mais elle parla sans apitoiement. « Mais on fait ce qu'il faut pour les gens qu'on aime, n'est-ce pas? Ma grand-mère a élevé ma mère seule et a ensuite aidé à m'élever aussi. C'est la personne la plus forte que je connaisse. Maintenant, c'est à mon tour de m'occuper d'elle. » Laurent resta silencieux, absorbant ses mots. Il y avait quelque chose d'admirable dans la simplicité de cette dévotion. Chloé ne se plaignait pas, ne demandait pas de pitié. Elle faisait simplement ce qui était nécessaire. Il essaya de se souvenir de la dernière fois qu'il avait ressenti ce genre de connexion véritable avec quelqu'un,
ce sens du but qui venait du fait de prendre soin d'une autre personne. Il ne trouva aucun souvenir récent. Ils continuèrent à parler pendant quelques minutes de plus, sur des sujets superficiels maintenant, la circulation à Paris, la chaleur inhabituelle pour un mois d'août, des petites choses du quotidien. C'était la conversation la plus longue que Laurent avait eue avec un employé depuis des années, et étrangement, ce n'était pas inconfortable. Chloé avait une façon calme de parler, sans précipitation, sans tension, comme si elle parlait à un ami, pas au patron qui payait son salaire. Quand Chloé se leva enfin pour retourner au travail, Laurent resta seul dans la cuisine quelques minutes de plus. Quelque chose avait changé ce jour-là, pas seulement la violation de sa vie privée ou le mystère sur l'auteur de l'acte, mais quelque chose de plus subtil, de plus profond. Pour la première fois depuis longtemps, Laurent s'était vu à travers les yeux de quelqu'un d'autre, et il n'avait pas complètement aimé ce qu'il avait vu. Un homme isolé, méfiant, qui avait construit des murs si hauts autour de lui qu'il ne pouvait même pas voir qui était de l'autre côté. Cette nuit-là, Laurent vérifia toutes les serrures, verrouilla personnellement chaque porte et fenêtre, activa toutes les alarmes. Mais quand il se coucha dans le même lit où il s'était réveillé menotté le matin, il ne put s'endormir immédiatement. Il resta à regarder le plafond, pensant à tout ce qui s'était passé. À un moment de la nuit, il finit par s'endormir, et pour la première fois depuis des années, il rêva de quelque chose d'autre, que de chiffres et de stratégies d'entreprise. Il rêva d'une conversation simple dans une cuisine, d'yeux marrons qui regardaient sans jugement, d'une voix douce qui parlait d'amour et de soins comme si c'étaient les choses les plus naturelles du monde. Quand le soleil se leva de nouveau sur Paris, Laurent se réveilla avec une étrange certitude. Ce qui s'était passé la veille n'était pas seulement un incident isolé, c'était le début de quelque chose. Il ne savait pas encore si ce serait bon ou mauvais, si cela apporterait des réponses ou plus de questions. Mais quelque chose avait définitivement commencé. Et pour la première fois depuis longtemps, Laurent Dubois ressentait une émotion qu'il avait presque oubliée, la curiosité de savoir ce qui allait suivre. Les jours suivants apportèrent un changement subtil, mais indéniable, dans l'atmosphère de la maison. Laurent Dubois, qui avait toujours été un patron distant et uniquement concentré sur les résultats, commença à remarquer des détails qui lui échappaient complètement auparavant. Il remarquait quand Chloé arrivait quelques minutes plus tôt, portant une expression de fatigue qu'elle essayait de cacher derrière un sourire poli. Il percevait comment elle organisait les choses, non seulement avec efficacité, mais avec un soin presque maternel, arrangeant les coussins du canapé avec attention, laissant toujours une tasse propre à côté de la machine à café pour quand il descendrait le matin. C'étaient de petits gestes, mais qui révélaient une présence attentive, quelqu'un qui se souciait des détails même quand personne ne regardait. Laurent essaya de reprendre sa routine normale, mais découvrit que la normalité n'existait plus. Chaque fois qu'il entrait dans sa chambre, le souvenir de ce matin revenait comme un fantôme persistant. Les marques sur ses poignets avaient disparu en quelques jours, mais le sentiment de vulnérabilité restait. Il avait installé des caméras supplémentaires, changé toutes les serrures, modifié les codes d'accès du système de sécurité. Mais quelles que soient les précautions qu'il prenait, la vérité était claire. Quelqu'un avait réussi à l'atteindre de la manière la plus intime et humiliante possible. Et cette personne était toujours là, quelque part, l'observant peut-être, attendant. Chloé avait tenu parole. Elle n'avait parlé de l'incident à personne. Laurent avait vérifié discrètement, prêtant attention aux conversations entre les employés, cherchant des regards complices ou des commentaires voilés. Mais il n'y avait rien. Si Chloé avait dit quelque chose, c'était avec une discrétion absolue. Et pour une raison quelconque, Laurent croyait qu'elle n'avait tout simplement rien dit. Il y avait quelque chose en elle qui inspirait confiance, même s'il luttait contre tous ses instincts pour ne faire confiance à personne. Ce fut un mardi, près d'une semaine après l'incident, que la première vraie conversation entre eux eut lieu. Laurent était dans son bureau, révisant des contrats, quand il entendit le bruit de vaisselle brisée venant de la salle à manger. Il se leva rapidement et alla voir. Il trouva Chloé à genoux sur le sol, ramassant les morceaux d'une tasse en porcelaine qui faisait partie du service à thé de sa mère. Elle leva les yeux en le voyant, et il y avait des larmes dans ses yeux. « Je suis tellement désolé, monsieur Dubois. J'étais distraite et je l'ai laissé tomber. Je vais la remplacer, je vous le promets. Vous pouvez le déduire de mon salaire. » Sa voix tremblait.
Et Laurent comprit que ce n'était pas seulement des larmes pour avoir cassé la tasse. Il y avait autre chose, une douleur plus profonde venant d'ailleurs. Pour la première fois, au lieu d'accepter simplement les excuses et de passer à autre chose, il s'accroupit à côté d'elle et commença à l'aider à ramasser les morceaux. « Ne vous inquiétez pas pour ça, ce n'est qu'une tasse. Ça arrive. » Chloé parut surprise par sa réaction, et encore plus surprise de le voir là, par terre, l'aidant. Elle essuya rapidement ses larmes avec le dos de sa main, gênée d'avoir montré sa faiblesse devant son patron. « Je ne suis pas habituellement si maladroite. C'est juste qu'aujourd'hui a été une journée difficile. » Laurent ne dit rien, continuant simplement à ramasser les morceaux de porcelaine. Après quelques secondes de silence, Chloé continua, comme si elle avait besoin de justifier sa réaction excessive. « Ma grand-mère a eu un nouveau malaise ce matin. J'ai dû l'emmener à l'hôpital en pleine nuit. J'ai réussi à la laisser stabiliser avec une voisine avant de venir travailler, mais je suis inquiète. Le médecin a dit qu'elle a besoin d'un examen plus approfondi, mais la mutuelle met du temps à donner son accord. Et en privé, c'est si cher que je n'ose même pas penser à comment je vais payer. » Les mots sortirent d'un trait, comme si elle parlait plus pour elle-même que pour lui. Laurent l'observa tandis qu'elle mettait les morceaux dans un sac en plastique, remarquant les cernes sous ses yeux, la tension dans ses épaules, les mains qui tremblaient légèrement. Chloé n'était pas seulement une employée efficace, c'était une personne portant seule un poids immense, essayant de tout maîtriser alors que son monde menaçait de s'effondrer. « Combien coûte cet examen ?» demanda Laurent. Chloé le fixa, confuse par la question. « Monsieur, l'examen dont votre grand-mère a besoin, combien ça coûte en privé ?» Elle hésita, clairement mal à l'aise. « Ne vous en faites pas pour ça, monsieur Dubois. Je vais trouver une solution. J'en trouve toujours une. » Mais Laurent ne laissa pas tomber. « Chloé, je vous pose une question simple. Combien ça coûte ?» Elle soupira, se rendant. « Environ 3 000 €. Mais c'est beaucoup d'argent. Je vais essayer d'obtenir une réduction ou de payer en plusieurs fois. » Laurent se leva, lui tendant la main pour l'aider à se relever aussi. Une fois tous les deux debout, il parla avec une détermination qui le surprit lui-même. « Je vais payer l'examen. Ce n'est pas un prêt, vous n'avez pas à me rembourser. Considérez ça comme une prime anticipée. » Chloé resta bouche bée. « Je ne peux pas accepter ça. C'est très généreux, mais je ne peux pas. »« Si, vous pouvez. Et vous allez accepter. Votre grand-mère a besoin de cet examen. Vous avez besoin de tranquillité d'esprit pour bien travailler, et j'ai besoin que mes vieilles tasses ne soient pas brisées par des employés trop inquiètes pour se concentrer. » Il dit la dernière phrase avec un léger sourire, essayant de détendre l'atmosphère. Chloé rit, un son court mais sincère, puis les larmes revinrent. Mais elles étaient différentes maintenant. C'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, d'une émotion si grande qu'elle ne pouvait être contenue. « Merci » fut tout ce qu'elle réussit à dire, mais il y avait tout un univers de sens dans ce mot. Laurent hocha simplement la tête et retourna à son bureau, mais quelque chose avait changé en lui. Pour la première fois depuis des années, il avait ressenti la simple satisfaction d'aider quelqu'un sans rien attendre en retour, sans calculer de bénéfices ou d'avantages stratégiques. C'était un sentiment étrange et réconfortant à la fois, comme retrouver un vieux vêtement qui vous va encore parfaitement. Cet après-midi-là, il vira l'argent sur le compte de Chloé avec un bref message. « Pour l'examen de votre grand-mère, prenez bien soin d'elle. » Et en voyant la confirmation de la transaction sur l'écran de son ordinateur, Laurent se demanda quand il avait utilisé son argent pour la dernière fois pour quelque chose de vraiment important, quelque chose qui faisait une réelle différence dans la vie de quelqu'un. Il ne s'en souvenait pas. Chloé apparut à la porte du bureau en fin de journée, déjà habillée pour partir. Elle tenait son sac à deux mains, nerveuse. « Monsieur Dubois, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Vous n'aviez aucune obligation de faire ça. »« Je sais que je n'en avais pas, » répondit-il, la regardant par-dessus ses lunettes de lecture. « Mais j'ai voulu le faire. Comment va votre grand-mère maintenant ?»« Mieux. La voisine a dit qu'elle se repose. Je vais prendre rendez-vous pour l'examen dès demain. »« Parfait. Et Chloé, si vous avez besoin de vous absenter pour l'accompagner, n'hésitez pas. »« Sans problème. » La surprise revint sur son visage. « Vous êtes sûr, monsieur ?»« Certain. La famille passe avant tout. Toujours. » Chloé sourit, un vrai sourire qui illumina son visage fatigué, et Laurent réalisa qu'elle était jolie. Pas dans le sens
artificielle des femmes qui fréquentaient les événements sociaux auxquels il assistait occasionnellement, toutes maquillées et habillées pour impressionner. Chloé avait une beauté naturelle, honnête, du genre qui vient de l'intérieur. C'était la beauté de quelqu'un qui savait ce qui était important dans la vie et ne gaspillait pas d'énergie avec le superficiel. Après son départ, Laurent resta à regarder par la fenêtre du bureau, observant les lumières de la ville commencer à s'allumer alors que la nuit tombait sur Paris. Il pensa à sa propre famille. Ses parents étaient partis quand il était encore jeune, l'un après l'autre victimes de maladies que la médecine n'avait pu vaincre. Il n'avait pas de frères et sœurs, pas de cousins proches. Il était seul au monde, et pendant longtemps, il s'était convaincu qu'il préférait ça. Moins de gens signifiait moins de chances d'être trahis, moins de vulnérabilité à exploiter. Mais ce soir-là, pour la première fois, la solitude pesait sur ses épaules comme un manteau lourd et humide. Les jours suivants apportèrent un changement graduel dans la dynamique entre Laurent et Chloé. Il commença à laisser la porte de son bureau ouverte quand il travaillait, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. De temps en temps, elle passait dans le couloir et ils échangeaient quelques mots. Des commentaires sur le temps, sur les nouvelles du jour, des petites choses sans importance qui, étrangement, commencèrent à devenir la partie la plus agréable de sa journée. Un jeudi matin, Laurent descendit prendre son café et trouva Chloé en train d'organiser la bibliothèque du rez-de-chaussée. Elle était de dos, sur une petite échelle, remettant les livres sur les étagères supérieures après les avoir nettoyés. Laurent s'arrêta à la porte, observant la scène. La lumière du matin entrait par les grandes fenêtres, créant des motifs dorés sur le parquet. Chloé fredonnait doucement une chanson qu'il ne reconnut pas, complètement absorbée par sa tâche. « Vous aimez lire ?» demanda-t-il, la faisant sursauter légèrement. Elle baissa les yeux, se tenant fermement à l'échelle. « Oui, j'aime bien. Quand j'ai le temps, ce qui n'est pas très fréquent. Mais ma grand-mère disait toujours que les livres sont des portails vers d'autres mondes. Et elle avait raison. » Laurent entra dans la bibliothèque, ses yeux parcourant les centaines de volumes qu'il avait accumulés au fil des ans. Beaucoup, il les avait achetés mais jamais lus. D'autres lui avaient été offerts lors d'événements et simplement rangés. C'était une collection impressionnante, mais il réalisa à ce moment-là qu'elle était aussi vide de sens personnel. C'étaient des objets de décoration, des symboles de statut intellectuel, pas des compagnons de voyages émotionnels. Vous pouvez emprunter n'importe quel livre quand vous voulez. Sérieusement, la plupart ne font que prendre la poussière ici. Chloé descendit de l'échelle et le regarda avec une surprise sincère. « Vraiment ? » ?»« Bien sûr. D'ailleurs, je pense que vous en profiterez plus que moi. Quel genre d'histoires aimez-vous » Chloé se promena le long des étagères, ses doigts glissant légèrement sur le dos des livres. « J'aime les histoires sur des gens ordinaires qui vivent des choses extraordinaires. Vous savez, ces histoires qui montrent qu'on a plus de force qu'on ne l'imagine. Ma grand-mère me lisait des histoires quand j'étais enfant, et c'était toujours celle-là qui me marquait. » Laurent réfléchit un instant, puis prit un livre sur une étagère à mi-hauteur. « Essayez celui-ci. C'est l'histoire d'une femme qui perd tout dans un incendie et doit reconstruire sa vie à partir de zéro. C'est beau et intense. » Chloé prit le livre avec soin, comme si c'était quelque chose de précieux. « Je le lirai avec attention et le rendrai en parfait état. Ne vous pressez pas. Et Chloé, comment va votre grand-mère? A-t-elle fait l'examen ?» Son visage s'illumina. « Oui, les résultats arrivent la semaine prochaine, mais le médecin a dit que le fait de l'avoir fait si rapidement pourrait faire toute la différence pour le traitement. Elle est plus optimiste aussi, sachant qu'elle aura bientôt des réponses. Elle n'arrête pas de parler du patron généreux de sa petite-fille. » Laurent sentit une chaleur étrange dans sa poitrine à ces mots. Quand quelqu'un avait-il parlé de lui en bien? Pour la dernière fois, non par intérêt, mais par gratitude sincère. Quand avait-il fait une réelle différence dans la vie de quelqu'un? Je suis heureux d'avoir pu aider. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pour son traitement, dites-le-moi. Chloé hocha la tête, serrant le livre contre sa poitrine. Vous êtes une meilleure personne que vous ne semblez le croire. La phrase resta en suspens entre eux, chargée d'une vérité que Laurent n'était pas tout à fait prêt à affronter. Il esquissa un petit sourire et quitta la bibliothèque, mais les mots de Chloé l'accompagnèrent pour le reste de la journée. Cette nuit-là, Laurent se surprit à penser à des choses auxquelles il n'avait pas pensé depuis des années, à ce que ce serait d'avoir quelqu'un à qui parler en fin de journée, à ce que ce serait de rentrer chez lui et de ne pas trouver un hôtel particulier vide,
mais un foyer avec de la vie, une présence, de la chaleur humaine. Il essaya de se souvenir de ce que c'était quand Béatrice faisait encore partie de sa vie, mais il réalisa que même à cette époque, même quand il y avait une autre personne dans la maison, il ne s'était jamais senti vraiment accompagné. Leur relation avait toujours été plus un partenariat d'affaires déguisé en romance. Il n'y avait jamais eu la connexion simple et sincère qu'il ressentait maintenant dans les petits moments avec Chloé. La vérité commença à se dessiner peu à peu dans son esprit, comme une photo se révélant lentement. Il développait des sentiments pour elle. Ce n'était pas seulement de la gratitude pour son aide ce matin terrible, ni seulement du respect pour son dévouement envers sa grand-mère. C'était quelque chose de plus profond, de plus complexe. C'était de l'admiration pour sa force, de la fascination pour sa façon d'envisager la vie avec espoir malgré les difficultés, de l'attirance pour la beauté honnête qu'elle portait sans effort. Et cela l'effrayait profondément. Laurent Dubois ne s'était pas permis de ressentir quoi que ce soit depuis des années. Il avait construit des murs si hauts autour de son cœur qu'il les croyait imprenables. Mais Chloé, sans essayer, sans le prévoir, trouvait des fissures dans ces murs. Et chaque conversation, chaque sourire échangé, chaque moment de connexion sincère était comme une pierre retirée, révélant la vulnérabilité qu'il avait si soigneusement gardée. Un jeu subtil commença alors. Laurent inventait des excuses pour se trouver dans les mêmes pièces que Chloé. Il demandait du café plus souvent que nécessaire. Il apparaissait dans la cuisine aux heures où il savait qu'elle y serait. Il posait des questions sur la santé de sa grand-mère, sur les livres qu'elle lisait, sur ses chansons préférées. Et Chloé, gentille et un peu confuse par cette attention soudaine, répondait avec la naturalité qui la caractérisait. Un après-midi, il la trouva dans le jardin, arrosant les fleurs parce que le jardinier était absent. Elle était pieds nus sur la pelouse, ses chaussures laissées de côté, et chantonnait doucement en travaillant. Laurent l'observa depuis la fenêtre de son bureau. Une scène si simple, mais si pleine de vie, qu'il ressentit une pointe d'envie. Quand avait-il fait pour la dernière fois quelque chose d'aussi spontané que d'enlever ses chaussures et de sentir l'herbe sous ses pieds? Il descendit dans le jardin, s'approchant lentement pour ne pas l'effrayer. Joseph a prévenu qu'il serait absent, alors j'ai décidé d'aider. J'espère que ça ne vous dérange pas, dit Chloé en le voyant. Bien sûr que non, mais vous n'avez pas à faire ça. Ça ne fait pas partie de vos tâches. Chloé sourit, continuant son travail. Je sais, mais j'aime m'occuper des plantes. Ma grand-mère avait un petit jardin dans sa cour quand j'étais enfant. Nous y passions des heures ensemble. C'est un de mes souvenirs préférés. Laurent regarda autour du jardin qu'il avait toujours considéré comme une simple partie de la propriété, quelque chose à entretenir pour préserver la valeur de l'immobilier. Mais en le voyant à travers les yeux de Chloé, il y remarqua la vraie beauté. Les roses rouges qui s'épanouissaient près du mur, les azalées, roses qui formaient un parterre parfait, le jasmin qui grimpait sur la pergola et parfumait l'air au crépuscule. « Apprenez-moi quelque chose sur le jardinage » demanda-t-il, se surprenant lui-même. Chloé le fixa, étonnée. « Monsieur veut apprendre sur les plantes ? Je veux, pourquoi pas. J'ai cet immense jardin et je ne sais rien des choses qui y poussent. C'est du gâchis. » Chloé rit, un son joyeux qui serra la poitrine de Laurent. « D'accord, commençons par les bases. Vous voyez ces roses là-bas ? Elles ont besoin de soleil direct et de beaucoup d'eau, mais leurs feuilles ne doivent pas être mouillées car elles pourrissent. Tout est une question d'équilibre. » Elle continua à lui expliquer les différentes plantes, leurs noms, leurs besoins, leurs particularités. Et Laurent écouta chaque mot, non seulement parce qu'il était sincèrement intéressé, mais parce qu'il aimait l'entendre parler. Il y avait de la passion dans sa voix quand elle parlait des choses vivantes, de la croissance, du soin. C'était réconfortant d'être près de cette énergie. Ils passèrent près d'une heure dans le jardin, Chloé enseignant et Laurent apprenant. Quand le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de tons orange et violets, elle rangea enfin le tuyau d'arrosage et remit ses chaussures. « Merci de vous y intéresser, monsieur Dubois. La plupart des gens n'accordent pas de valeur à ces petites choses. Je me rends compte que j'ai ignoré les petites choses pendant trop longtemps. Il est peut-être temps de changer ça. » Chloé le regarda avec une expression que Laurent ne put déchiffrer complètement. Il y avait quelque chose là, une question silencieuse, une curiosité. Mais avant qu'il ne puisse dire autre chose, elle prit congé et rentra dans la maison.
Cette nuit-là, Laurent dîna seul comme toujours, mais pour la première fois depuis des années, la solitude le dérangea. Il regarda la grande table conçue pour 12 personnes, occupée seulement par lui à un bout. Il pensa à ce que ce serait d'avoir Chloé assise de l'autre côté, parlant de la journée, riant de sa manière spontanée, apportant de la vie à cet espace immense et vide. Mais alors la réalité le frappa durement. Il était son patron. Il y avait une différence d'âge considérable. Il venait de mondes complètement différents. Tout sentiment qu'il développait était inapproprié, irresponsable et potentiellement préjudiciable pour elle. Chloé dépendait de cet emploi. S'il montrait son intérêt et qu'elle se sentait obligée de répondre par peur de perdre son travail, ce serait un abus de sa position. Et Laurent, malgré tous ses défauts, n'était pas ce genre d'homme. Il décida ce soir-là qu'il devait garder ses distances, revenir à la formalité antérieure. C'était la bonne chose à faire, c'était responsable. Mais quand il se coucha et ferma les yeux, la dernière image dans son esprit fut celle de Chloé, pieds nus dans le jardin, chantonnant doucement en s'occupant des fleurs, complètement inconsciente du fait qu'elle s'occupait aussi sans le savoir d'un cœur qui se croyait depuis longtemps incapable de refleurir. Les jours suivants furent un exercice de maîtrise de soi. Laurent reprit son ancienne routine, s'enfermant dans son bureau, évitant les heures où il savait qu'il croiserait Chloé. Elle remarqua le changement, mais ne fit aucun commentaire. Elle continua simplement son travail avec le même dévouement, respectant l'espace qu'il créait entre eux. Mais le destin a d'étranges façons d'interférer avec les plans humains. Et il était sur le point de jeter la première vraie pierre sur le chemin que Laurent essayait désespérément de ne pas emprunter. Une pierre qui viendrait sous la forme d'une vidéo, d'une tempête numérique et d'une menace pour la fragile confiance qui commençait à se construire entre deux personnes de mondes si différents, mais qui, sans s'en rendre compte, commençaient à orbiter l'une autour de l'autre comme des planètes attirées par une gravité invisible, mais impossible à ignorer. La tempête commença un lundi matin, exactement 2 semaines après l'incident des menottes. Laurent se réveilla avec son téléphone vibrant sans cesse. C'étaient des messages, des appels manqués, des notifications de réseaux sociaux qui explosaient les unes après les autres. Encore à moitié endormi, il prit le téléphone et vit des dizaines de messages de connaissances, de journalistes et même de personnes à qui il n'avait pas parlé depuis des années. Tous avec le même ton alarmé, tous demandant s'il allait bien, si c'était vrai, s'il y avait une explication. Le cœur battant, Laurent ouvrit l'application d'actualité et sentit le sang se glacer dans ses veines. Le titre était là, en lettres capitales. Le magnate de la tech surpris dans une situation compromettante avec son employé. Juste en dessous, une photo floue mais reconnaissable de lui. Allongé sur le lit, les menottes visibles. Et à côté, une deuxième image de Chloé entrant, dans la chambre, l'expression de choc figée à l'instant précis. Il cliqua sur l'article avec des mains tremblantes. Le texte était spéculatif, plein d'insinuations malveillantes. Il suggérait l'implication de l'employé dans cette situation étrange, insinuait des pratiques douteuses, dépeignait Laurent comme un excentrique au mieux et un pervers au pire. Il y avait même une vidéo de quelques secondes, clairement montée, montrant Chloé s'approchant de lui menottée, arrêtant l'image exactement au moment où leurs visages étaient proches, comme s'il y avait une intimité entre eux. Laurent sentit une vague de nausée. Ce n'était pas réel. Enfin, c'était réel, mais le contexte était complètement déformé. La vidéo avait été montée pour ressembler à quelque chose qui n'était jamais arrivé. Qui avait fait ça? Et plus important encore, comment avait-il obtenu les images? Il avait vérifié toutes les caméras de la maison ce matin-là et n'avait rien trouvé. Mais de toute évidence, quelqu'un avait filmé. Quelqu'un avait été là, observant, attendant le moment parfait pour causer le plus de dégâts possible. Il s'habilla rapidement et descendit les escaliers, son cerveau déjà en mode crise. Il devait limiter les dégâts, publier un communiqué, peut-être poursuivre les sites qui propageaient cela. Mais quand il arriva dans le salon, il trouva toute l'équipe d'employés réunie là et au centre de tout Chloé. Elle était pâle, tenant son propre téléphone avec des mains tremblantes, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Les autres employés la regardaient avec un mélange de curiosité et de jugement. La cuisinière, Madame Cécile, une dame de 50 ans qui travaillait là depuis plus d'une décennie, fut la première à parler en voyant Laurent.
Monsieur Dubois, nous avons besoin de comprendre ce qui se passe, ces articles, ces vidéos. C'est vrai? Il s'est passé quelque chose entre vous. Et Chloé? Laurent sentit la colère monter, non pas à cause de la question, mais de toute la situation. Il ne s'est absolument rien passé de ce que ces articles insinuent. Chloé m'a aidé dans une situation difficile et embarrassante, et maintenant, elle est entraînée dans un scandale que quelqu'un a délibérément créé. C'est une manipulation complète de la vérité. Chloé leva les yeux vers lui, les yeux rouges. « Je n'ai rien dit à personne, monsieur Dubois. Je le jure. Je ne sais pas comment ces images existent. Je sais que vous n'avez rien dit. Et nous allons découvrir qui a fait ça. Mais d'abord, nous devons penser à comment vous protéger de cette exposition. » Joseph, le jardinier habituellement calme et discret, fit un pas en avant. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Dubois, mais Chloé est accusée de choses terribles sur les réseaux sociaux. On dit qu'elle a tout manigancé, qu'elle vous faisait chanter. Des gens demandent son licenciement. Il y a même des menaces. » Laurent sentit son estomac se nouer. Il prit le téléphone de Chloé et commença à lire les commentaires. C'était pire qu'il ne l'imaginait. Des centaines de personnes qui ne connaissaient rien de la situation réelle la jugeaient, la condamnaient, déversaient leur haine sur une jeune femme qui n'avait rien fait d'autre qu'aider quelqu'un dans le besoin. Il y avait des commentaires cruels sur son apparence, sur sa position sociale, des suggestions vulgaires et des accusations infondées. C'était un lynchage numérique en temps réel. « Ça doit cesser. Maintenant, » dit Laurent, sa voix chargée d'une détermination froide. Il se tourna vers Chloé. « Vous allez rester à la maison aujourd'hui. Non, mieux encore, vous allez rester à la maison ces prochains jours jusqu'à ce que nous résolvions ça. » Avec salaire complet, évidemment. « Et Chloé, regardez-moi. » Elle leva les yeux, vulnérable et effrayée d'une manière qui lui brisa le cœur. « Je vais arranger ça. Vous avez ma parole. Celui qui a fait ça paiera, et nous allons laver votre nom complètement. Compris ?» Chloé acquiesça faiblement, mais Laurent pouvait voir qu'elle ne croyait pas vraiment que ce serait possible. Une fois qu'Internet décidait de juger quelqu'un, il était presque impossible de réparer les dégâts. Mais il allait essayer. Il ferait tout ce qui était nécessaire. Laurent appela immédiatement son avocat, Marc Rivière, l'un des meilleurs du pays en matière de diffamation et de crimes numériques. Marc répondit à la deuxième sonnerie, sa voix montrant déjà qu'il était au courant de la situation. « Laurent, j'ai vu les nouvelles. C'est sérieux. Nous devons agir vite. Je veux des poursuites contre tous les sites qui ont publié ça. Je veux que les images soient retirées. Et je veux découvrir qui a fait fuiter cette vidéo. Engagez les meilleurs enquêteurs numériques. Le coup n'a pas d'importance. Je m'en occupe immédiatement. Mais Laurent, vous devez vous préparer. Ça va empirer avant de s'améliorer. La presse voudra votre version. Ils vont spéculer, inventer des théories. Vous devez décider si vous allez vous exprimer publiquement ou non. » Laurent regarda Chloé, qui était maintenant assise sur le canapé, le corps recroquevillé comme si elle essayait de disparaître. « Je vais m'exprimer. Mais d'abord, je veux protéger Chloé. Elle est innocente dans tout ça et elle est en train d'être détruite publiquement. C'est la priorité. » Après avoir donné ses instructions à Marc, Laurent s'assit à côté de Chloé. Les autres employés s'étaient dispersés, retournant à contre-cœur à leurs tâches, mais l'ambiance dans la maison était tendue, lourde de jugements non dits. « Je suis désolé. Chloé, je suis désolé que vous subissiez ça à cause de moi. » Elle secoua la tête, essuyant ses larmes. « Ce n'est pas votre faute. Quelqu'un a fait ça exprès. Quelqu'un nous a filmés et a tout déformé. Mais monsieur Dubois, ma réputation est ruinée. J'ai vu mon nom, ma photo, partout. Les gens de mon quartier vont voir ça. La famille de ma grand-mère va voir ça. Comment vais-je expliquer? Comment vais-je leur faire comprendre qu'il ne s'est rien passé de ce qu'ils disent ?» La douleur dans sa voix était palpable, et Laurent sentit une colère si intense qu'elle en était physiquement douloureuse. Celui qui avait fait ça ne l'avait pas seulement attaqué lui, mais avait attaqué une personne innocente qui n'avait rien à voir avec ses batailles professionnelles ou personnelles. C'était cruel et calculé. « Nous allons laver votre nom, publiquement. Je vais donner des interviews. Je vais expliquer exactement ce qui s'est passé. Vous n'avez pas besoin d'apparaître si vous ne voulez pas, mais la vérité sera dite. » Chloé le fixa. Et pour la première fois ce matin-là, quelque chose d'autre que le désespoir apparut dans ses yeux. Il y avait de la gratitude, mais aussi une question silencieuse. Pourquoi se souciait-il autant?
Pourquoi était-il prêt à s'exposer encore plus pour la protéger? Laurent fit raccompagner Chloé chez elle, dans une voiture aux vitres teintées, demandant au chauffeur de la déposer par l'entrée de service de son immeuble pour éviter d'éventuels journalistes. Puis, il s'enferma dans son bureau et se mit au travail. Il appela son équipe de relations publiques, élabora une stratégie de communication, autorisa l'embauche de gardes du corps pour protéger Chloé si la situation dégénérait. Mais pendant qu'il faisait tout cela, son esprit travaillait dans une autre direction. Qui avait accès à la maison? Qui aurait un motif pour faire ça? Et puis, comme un éclair dans l'obscurité, la réponse vint. Fabien Moreau, son ancien meilleur ami, maintenant rival en affaires. C'était logique. Fabien avait toujours connu les anciens codes de sécurité de la maison, car il y était venu d'innombrables fois par le passé, quand ils étaient encore amis. Et Fabien avait toutes les raisons du monde de vouloir le détruire. Non seulement pour la bataille judiciaire qu'il avait perdue des années auparavant, mais pour l'humiliation publique qu'il avait subie lorsque le scandale du détournement de fonds avait éclaté. Laurent prit le téléphone et composa le numéro qu'il avait toujours gardé, même après toutes ces années. Fabien répondit après 3 sonneries, sa voix empreinte d'une fausse cordialité. « Laurent Dubois, quelle surprise de recevoir ton appel. Ou pas si surprenant que ça, vu les nouvelles d'aujourd'hui. »« C'est toi, n'est-ce pas ?» dit Laurent, allant droit au but. Il y eut une pause de l'autre côté, puis Fabien rit. Ce n'était pas un rire joyeux, mais amer, chargé d'années de ressentiment. « Tu as toujours cru que tu étais plus intelligent que tout le monde, n'est-ce pas? Toujours si confiant, si en contrôle de tout. Mais il se trouve que tout le monde a des vulnérabilités, Laurent, même toi. Pourquoi impliquer une innocente là-dedans? Si ton problème est avec moi, tu aurais dû venir directement. » Oh, mais c'était direct. T'attaquer directement aurait été trop facile, trop prévisible. Mais ça expose qui tu es vraiment. Un homme si isolé, si pathétique, qu'il doit payer quelqu'un pour avoir une forme de compagnie humaine. Et en plus, tu entraînes une pauvre fille dans le scandale avec toi. Laurent serra le téléphone si fort que les jointures de ses doigts devinrent blanches. Tu vas le regretter, Fabien. Je vais te poursuivre jusqu'à ce qu'il ne te reste plus rien. Je vais détruire tout ce que tu as construit. Tu peux essayer. Mais Laurent, tu n'as aucune preuve. Cette vidéo, elle a fuité anonymement. Ça pourrait être n'importe qui. Bonne chance pour essayer de me relier à ça. Et l'appel se termina, laissant Laurent avec une rage impuissante. Fabien avait raison. Sans preuve concrète, toute accusation ne serait que spéculation. Mais Laurent n'allait pas abandonner. S'il y avait une chose qu'il avait apprise en bâtissant son empire, c'est qu'il y avait toujours un moyen, toujours une façon de renverser la situation. Il devait juste la trouver. Ce soir-là, Laurent appela Chloé pour savoir comment elle allait. Sa voix au téléphone était fatiguée, vaincue. « Comment allez-vous » demanda-t-il. « Je survis. Ma grand-mère a vu les nouvelles avant que je puisse lui expliquer. Elle a été très contrariée. Mais elle a dit qu'elle me croyait. Des voisins m'ont regardé bizarrement quand je suis arrivé. L'un d'eux a même fait un commentaire méchant que j'ai fait semblant de ne pas entendre. » Laurent sentit chaque mot comme un coup de poing. « Ça va passer, Chloé, nous allons prouver la vérité. Monsieur Dubois, je peux vous demander quelque chose ? » « Bien sûr. » « Pourquoi faites-vous tout ça ? Ce serait plus simple de me licencier, de vous éloigner de moi, de laisser la tempête passer toute seule. Pourquoi vous risquez-vous encore plus pour me défendre ?» La question prit Laurent au dépourvu. Pourquoi faisait-il cela? La réponse rationnelle serait que c'était la bonne chose à faire, qu'elle était innocente et méritait d'être défendue. Mais la vérité était plus compliquée, plus profonde. Il le faisait parce que, à un moment donné au cours des dernières semaines, Chloé avait cessé d'être une simple employée. Elle était devenue quelqu'un d'important pour lui, quelqu'un dont il ressentait la douleur comme si c'était la sienne. Parce que vous ne méritez pas de subir ça, et parce que Chloé, vous êtes une bonne personne dans un monde qui en manque cruellement, dit-il, choisissant ses mots avec soin. Je ne laisserai pas qu'on vous détruise à cause de moi. Il y eut un long silence de l'autre côté, puis Chloé dit doucement « Merci. » Pour tout. Après avoir raccroché, Laurent resta à regarder le téléphone pendant de longues minutes. Les sentiments qu'il avait lutté pour réprimer étaient maintenant impossibles à ignorer. Il tenait à Chloé.
Beaucoup. Et cette prise de conscience était à la fois libératrice et terrifiante. Les jours suivants furent un tourbillon. Laurent donna une interview exclusive à l'un des principaux journaux du pays, expliquant en détail ce qui s'était réellement passé. Il raconta s'être réveillé menotté, ne pas savoir comment c'était arrivé, et que Chloé n'était qu'une employée qu'il avait aidée dans une situation désespérée. L'avocat Marc réussit à faire retirer la plupart des vidéos et des images des principales plateformes, mais le mal était fait. Internet a la mémoire longue, et même avec les efforts de nettoyage, le scandale continuait de faire parler. Marc engagea également une équipe d'enquêteurs numériques qui commença à tracer l'origine de la vidéo. Ils découvrirent ce qu'elle avait été initialement postée depuis un faux profil, en utilisant des technologies d'anonymisation. Mais l'équipe était bonne, et peu à peu, ils commencèrent à trouver des traces, de petites pistes numériques qui menaient dans des directions spécifiques. Pendant ce temps, Chloé resta chez elle. Laurent insista pour qu'elle ne revienne pas travailler tant que les choses ne se calmeraient pas. Mais il continua de lui verser son salaire intégral, en plus de couvrir les frais médicaux supplémentaires de sa grand-mère. Ils se parlaient au téléphone tous les jours, des conversations qui commençaient sur la situation mais déviaient souvent vers d'autres sujets. Chloé parlait des livres qu'elle lisait, des nouvelles recettes qu'elle essayait pour sa grand-mère, des projets qu'elle avait pour l'avenir une fois que tout cela serait passé. Et Laurent, pour la première fois depuis des années, se retrouva à partager des choses sur sa propre vie. Il parla de la difficulté de faire confiance après la trahison de Fabien et Béatrice, de la forteresse qu'il avait construite autour de lui, mais qui, réalisait-il maintenant, était aussi une prison. Chloé écoutait tout avec une patience et une compréhension que Laurent n'avait jamais trouvée chez personne. Lors d'une de ces conversations nocturnes, Chloé dit quelque chose qui résonna dans son esprit pendant des jours. « Vous savez, monsieur Dubois, parfois la vie nous brise exactement là où il faut pour laisser entrer la lumière. Peut-être que toute cette horrible situation a un but que nous ne voyons pas encore. » Laurent voulait y croire. Il voulait croire que quelque chose de bon pouvait naître de tant de douleur et d'exposition, mais la vérité était qu'il avait peur. Peur que lorsque tout cela serait terminé, Chloé décide que travailler pour lui n'en valait plus la peine. Peur que les sentiments qu'il développait ne soient jamais réciproques, ou pire, qu'ils ne le soient que par gratitude ou obligation. Peur d'ouvrir complètement son cœur et d'être à nouveau détruit. Mais le destin, toujours imprévisible, préparait un autre coup. Une nouvelle qui changerait tout à nouveau, qui mettrait à l'épreuve la fragile connexion qui se formait entre eux. Et cette nouvelle arriverait sous la forme d'un appel désespéré au milieu de la nuit, d'une voix tremblante de l'autre côté de la ligne, et de mots qui feraient à nouveau s'arrêter le monde des deux. L'appel arriva à 3 heures du matin, un mardi. Laurent se réveilla avec son téléphone vibrant avec insistance sur la table de chevet, le nom de Chloé illuminant l'écran. Encore à moitié endormi, mais immédiatement alerte, il répondit. « Allô ?» De l'autre côté, la voix de Chloé était brisée, entrecoupée de sanglots. « Monsieur Dubois, je suis désolé d'appeler à cette heure, mais je ne savais plus qui appeler. C'est ma grand-mère. Elle a eu un très grave malaise, je suis à l'hôpital. Ils ont dit que c'est grave et je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas. » Les mots sortaient dans un flot désespéré, et Laurent était déjà en train de se lever, d'allumer les lumières, de chercher des vêtements. « Quel hôpital ? J'arrive tout de suite. »« Hôpital Saint-Louis, dans le sud de Paris. Mais vous n'avez pas besoin de venir. J'avais juste besoin de parler à quelqu'un, j'avais juste besoin... Chloé, j'arrive, restez, calme, je serai là bientôt. » Il s'habilla en moins de 5 minutes, prit les clés de sa voiture et partit à travers la ville de Paris vide à cette heure de la nuit. Les rues étaient désertes. Seulement quelques camions de livraison et des taxis circulaient. Laurent conduisit aussi vite qu'il le pouvait sans être imprudent, son esprit en pilote automatique, tandis qu'il traitait la panique qu'il avait entendue dans la voix de Chloé. Depuis le scandale, ils avaient développé une étrange proximité. Les conversations téléphoniques quotidiennes avaient créé une intimité qui n'aurait peut-être pas existé s'ils s'étaient vus en personne. Il était plus facile de partager peur et espoir à travers la distance sécurisante d'une ligne téléphonique. Mais maintenant, en entendant son désespoir, Laurent réalisa que cette proximité signifiait quelque chose de réel,
quelque chose qui allait bien au-delà d'une relation patron-employé. Il arriva à l'hôpital en 20 minutes, se gara n'importe comment et entra en courant par la porte principale. La réceptionniste des urgences le regarda avec étonnement, reconnaissant probablement son visage des récentes nouvelles, mais il s'en fichait. Il demanda des nouvelles de la grand-mère de Chloé, Madame Irène Martin, et fut dirigé vers le 3e étage, unité de soins intensifs. Il trouva Chloé assise sur une chaise en plastique dans le couloir, seule, le visage mouillé de larmes, les mains serrant fort un vieux sac qu'il reconnut comme étant celui de sa grand-mère. Quand elle le vit, quelque chose s'effondra en elle. Elle se leva et sans réfléchir se jeta dans ses bras. Laurent l'enlaça fermement, sentant son corps trembler sous la force des sanglots. « Elle est là-dedans. Il ne me laissa pas encore entrer. Ils ont dit que c'est grave, que son cœur s'est arrêté à la maison et qu'ils ont dû la réanimer, dans l'ambulance. Laurent, je ne peux pas la perdre. Elle est tout ce que j'ai. Vous n'allez pas la perdre. Les médecins ici sont excellents. Elle est entre de bonnes mains. » Chloé s'écarta un peu, s'essuyant le visage avec ses mains. « Elle allait si bien hier. On a dîné ensemble, on a parlé, on a même ri en regardant une émission à la télévision. Et soudain, au milieu de la nuit, elle a commencé à se plaindre d'une douleur à la poitrine. J'ai immédiatement appelé les urgences, mais l'ambulance a semblé mettre une éternité à arriver. Je suis resté là à lui tenir la main, à lui dire que tout allait bien, mais Laurent, je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Laurent la ramena vers la chaise et s'assit à côté d'elle, sans lâcher sa main. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous avez agi vite. Appelez les secours. Maintenant, il faut laisser les professionnels travailler. » Ils restèrent là, dans le couloir silencieux de l'hôpital, où le temps semblait s'écouler différemment. D'autres familles apparaissaient et disparaissaient, certains visages marqués par le soulagement, d'autres par la douleur. Des infirmières passaient à pas rapides, des médecins entraient et sortaient de portes qui restèrent des mystères pour ceux qui attendaient dehors. Laurent ne quitta pas Chloé de toute la nuit et de la matinée qui suivit. Il apporta du café de la machine, trouva des couvertures quand elle commença à trembler de froid à cause de la climatisation, appela Marc pour lui demander d'annuler tous ses rendez-vous de la journée. Rien d'autre n'importait à ce moment-là que d'être là, de ne pas la laisser affronter cela seule. Vers 9 heures du matin, un médecin sortit enfin des soins intensifs et appela Chloé. Elle se leva si vite qu'elle faillit trébucher, et Laurent l'accompagna, lui tenant le coude pour la soutenir. « Vous êtes de la famille de Madame Martin ?» demanda le médecin, un homme d'âge mûr aux cernes profonds qui suggérait une longue nuit. « Je suis sa petite-fille. Il n'y a que nous deux. Comment va-t-elle, docteur? S'il vous plaît, dites-moi qu'elle va s'en sortir. » Le médecin soupira et Laurent sentit son cœur se serrer. Elle a eu un infarctus aigu du myocarde. Nous avons réussi à la stabiliser, mais la situation est délicate. Les prochains jours sont critiques. Elle devra rester ici, en soins intensifs sous observation constante. Si tout se passe bien, il se pourrait qu'elle ait besoin d'une opération plus tard. « Mais va-t-elle survivre ?» demanda Chloé, sa voix à peine un murmure. « Elle a des chances, oui, mais comme je l'ai dit, ce sont des jours critiques. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. Votre grand-mère est une femme forte, nous l'avons vu à la façon dont son corps a réagi jusqu'à présent. » Chloé hocha la tête, absorbant chaque mot comme s'ils étaient des bouées de sauvetage dans une mer déchaînée. « Je peux la voir ? Pas pour l'instant. Elle est sous sédatif. Mais dès que possible, nous autoriserons de courtes visites. Je vous suggère de rentrer vous reposer un peu. Ce sera un marathon, et vous aurez besoin d'énergie. » Chloé commença à protester, mais Laurent intervint gentiment. « Docteur, y a-t-il un moyen pour qu'elle reste à proximité, une salle d'attente réservée ? Elle n'arrivera pas à rentrer chez elle en sachant que sa grand-mère est ici. » Le médecin hésita, puis acquiesça. « Nous avons une salle d'attente pour les familles au bout du couloir. Vous pouvez l'utiliser. Il y a un canapé et une petite cuisine avec du café et du thé. S'il y a le moindre changement, nous vous préviendrons immédiatement. » Laurent remercia et emmena Chloé dans la salle indiquée. C'était un petit espace, mais accueillant, avec 2 vieux canapés confortables, une petite table avec de vieux magazines et une fenêtre donnant sur un jardin intérieur de l'hôpital. Chloé s'effondra sur l'un des canapés, l'épuisement l'emportant finalement sur l'adrénaline qui l'avait maintenue éveillée toute la nuit.
Vous devez dormir un peu, dit Laurent en s'asseyant à côté d'elle. Je ne peux pas. Chaque fois que je ferme les yeux, je la vois tomber, je vois la douleur sur son visage. Laurent, et si je la perds? Et si elle ne survit pas? Je ne sais pas comment je continuerai sans elle. Les larmes revinrent, et cette fois, Laurent la rapprocha, la laissant poser sa tête sur son épaule. Il sentit l'humidité des larmes sur sa chemise, mais s'en moqua. Il resta simplement là, offrant le seul réconfort qu'il pouvait, sa présence. Votre grand-mère va se battre. Vous avez dit que c'est la personne la plus forte que vous connaissiez. Faites confiance à cette force. Chloé sanglota contre son épaule. Elle a toujours été si forte, vous savez. Elle a perdu mon grand-père jeune, a élevé ma mère seule, en travaillant comme couturière. Puis, quand ma mère est décédée en me donnant naissance, elle m'a accueilli sans hésiter. Elle aurait pu me faire adopter, elle aurait pu dire qu'elle était trop vieille pour recommencer. Mais non, elle m'a élevé avec tant d'amour, tant de soins. Tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle. Laurent écouta chaque mot, se faisant une image de Madame Irène à travers la dévotion de Chloé. C'était une femme qui avait connu la souffrance, mais avait choisi l'amour, qui avait affronté les difficultés mais était restée forte. Il était facile de comprendre d'où Chloé tirait sa propre force, sa capacité à continuer malgré les obstacles. Elle sera fière de voir comment vous vous êtes occupé d'elle, dit Laurent doucement. Comment vous êtes forte maintenant. Mais je ne me sens pas forte, je me sens complètement anéantie. La force, ce n'est pas de ne pas se briser, c'est de continuer même quand on est en morceaux. Chloé leva son visage pour le regarder, les yeux rouges et gonflés, mais il y avait quelque chose dans ce regard qui fit sursauter le cœur de Laurent. « Comment êtes-vous devenu si sage ?» Il sourit, un sourire triste. « J'ai appris à la dure, en me brisant. Plusieurs fois. » Ils restèrent ainsi un moment dans un silence qui n'était pas inconfortable mais réconfortant. Le monde extérieur continuait de tourner, le scandale était probablement encore commenté, les affaires de Laurent nécessitaient probablement son attention, mais rien de tout cela n'importait à ce moment-là. Tout ce qui comptait était dans cette petite salle d'hôpital, deux personnes trouvant du réconfort l'une dans l'autre au milieu de la tempête. Finalement, Chloé s'endormit, l'épuisement l'emportant sur toute résistance. Laurent ajusta soigneusement un coussin sous sa tête et la couvrit de sa propre veste. Puis il resta assis là, la regardant dormir, et se permit de réfléchir à ce que cette nuit signifiait. Il tenait à Chloé, bien plus qu'il n'aurait dû, compte tenu de toutes les complications de la situation. Mais les circonstances avaient une façon de clarifier ce qui était vraiment important. Et assis dans cette salle d'hôpital, Laurent réalisa qu'il ne voulait plus vivre la vie qu'il avait menée. Une vie d'isolement auto-imposé, de méfiance, de murs si hauts que même la lumière ne pouvait passer. Chloé, sans le savoir, sans essayer, lui montrait qu'il y avait une autre façon d'exister, une façon qui incluait la connexion, la vulnérabilité, le soin sincère. Mais ce n'était pas le moment pour ces réflexions. C'était le moment d'être présent, de donner le soutien dont Chloé avait besoin. Le reste pouvait attendre. Les jours suivants furent une montagne russe émotionnelle. Madame Irène resta en soins intensifs, son état oscillant entre stable et préoccupant. Chloé vécut pratiquement à l'hôpital, ne sortant que pour prendre une douche rapide chez elle et changer de vêtements. Laurent resta à ses côtés autant qu'il le pouvait, jonglant entre sa présence et les affaires qui ne pouvaient être complètement négligées. Son équipe à l'entreprise commença à murmurer. Pourquoi le PDG passait-il autant de temps à l'hôpital? Les rumeurs sur sa relation avec Chloé prirent une nouvelle ampleur, mais Laurent s'en fichait. Pour la première fois de sa vie, les gens pouvaient penser ce qu'ils voulaient. Il connaissait la vérité, et cette vérité était qu'il était exactement là où il devait être. Ce fut le 4e jour que Chloé s'effondra complètement. Elle était assise dans la même salle d'attente, regardant par la fenêtre le jardin intérieur, quand elle se mit soudain à parler, les mots sortant dans un flot qui semblait retenu depuis longtemps. « Vous savez ce qui est drôle ? Pendant tout ce temps, j'ai cru que je m'occupais d'elle, mais en fait, c'est elle qui s'occupait de moi. Chaque conseil, chaque histoire qu'elle racontait sur la façon de surmonter les difficultés, chaque regard de fierté quand je réussissais quelque chose, elle me préparait pour le jour où elle ne serait plus là. Et je ne veux pas être préparé. Je ne veux pas d'un jour sans elle, c'est égoïste, je sais, mais je ne veux pas. »
Laurent, assis à côté d'elle, lui prit la main. Ce n'est pas égoïste, c'est de l'amour. Et l'amour veut toujours plus de temps. Il trouve toujours que le temps qu'il a n'est pas suffisant. Chloé se tourna vers lui, et il y avait une intensité dans son regard que Laurent n'avait jamais vue auparavant. « Laurent, je peux vous demander quelque chose de personnel ?»« Bien sûr. »« Pourquoi êtes-vous ici? Vous auriez pu simplement me donner quelques jours de congé, envoyer des fleurs, faire un geste symbolique. Mais vous êtes ici, physiquement présent, depuis des jours. Pourquoi ?» La question flotta dans l'air entre eux, chargée de significations non dites. Laurent savait que sa réponse comptait, que c'était un moment de vérité. Il pouvait donner une réponse sûre, parler de sa responsabilité de patron, de faire la bonne chose. Ou il pouvait être honnête, complètement honnête. « Je suis ici parce que je ne peux pas m'imaginer être ailleurs. Parce que quand vous souffrez, je le ressens. Parce qu'à un moment donné, ces dernières semaines, vous avez cessé d'être simplement mon employé pour devenir quelqu'un à qui je tiens profondément. Et je sais que c'est compliqué. Je sais qu'il y a des différences entre nous. Je sais que ce n'est peut-être pas approprié, mais c'est la vérité. » Chloé resta silencieuse un long moment, traitant ses paroles, puis elle serra sa main plus fort. « Je tiens à vous aussi. Mais Laurent, j'ai peur. » « Peur de quoi? »« De tout. Que quand ça passera, si ma grand-mère survit, la réalité revienne et que tout devienne trop compliqué. Que les sentiments que j'ai ne soient dus qu'au fait que vous êtes là quand j'en ai besoin. Que je sois une complication dont votre vie n'a pas besoin. Et surtout, j'ai peur d'être si fatigué et vulnérable que je ne sais même plus ce qui est réel. » Laurent comprit. Elle était à bout, épuisée émotionnellement et physiquement. Il n'était pas juste de lui demander de gérer des sentiments complexes, alors que la personne la plus importante de sa vie se battait pour la sienne à quelques mètres de là. Alors n'y pensons pas maintenant. Soyons simplement ce que nous sommes dans ce moment. Deux personnes qui se soutiennent dans une situation difficile. On réglera le reste plus tard. Chloé acquiesça et ils retournèrent au silence partagé. Mais tous deux savaient que quelque chose avait changé. Les mots avaient été dits, les sentiments reconnus. Et même en décidant de ne pas y faire face pour le moment, la vérité était maintenant là, entre eux, impossible à ignorer. Le 5e jour, Madame Irène se réveilla enfin. Elle était faible, confuse, mais consciente. Chloé fut autorisée à entrer pour une brève visite et en sortit en larmes, mais cette fois c'étaient des larmes de soulagement. Sa grand-mère allait survivre. Elle aurait encore besoin de soins intensifs, probablement d'une opération dans les semaines à venir, mais le pire était passé. Laurent, qui attendait dans le couloir, sentit un poids immense quitter ses épaules quand Chloé sortit et lui sourit pour la première fois depuis des jours. Elle se jeta dans ses bras, et il l'étreignit fort, sentant la vie revenir en elle. Elle est réveillée. Elle est faible, mais elle a reconnu ma voix. Tout va bien se passer, Laurent. Tout va bien se passer. Il prit son visage entre ses mains, la regardant dans les yeux, marron qu'il avait tant appris à admirer. Je vous avais dit qu'elle était forte. Je vous avais dit qu'elle se battrait. Chloé rit à travers ses larmes. Vous aviez raison, comme toujours. Mais la joie fut interrompue par l'arrivée d'un coursier de l'hôpital avec des documents, les factures médicales. Laurent prit les papiers avant que Chloé ne puisse les voir et vérifia rapidement les montants. Ils étaient élevés, très élevés. Entre les 5 jours de soins intensifs, les procédures d'urgence, les médicaments coûteux, la facture dépassait déjà les 100 000 €. Et il manquait encore l'opération. Chloé essaya de prendre les papiers, mais Laurent les garda hors de sa portée. « Laissez-moi voir combien c'est. Je dois voir si je peux payer en plusieurs fois ou... » « Je vais payer. »« Laurent, non. Vous avez déjà tant fait. Vous m'avez déjà tellement aidé. Je ne peux pas accepter ça. Si, vous pouvez. Et vous allez accepter. Chloé, ces montants sont absurdes pour vous, mais pour moi, ils sont gérables. Laissez-moi faire ça. Laissez-moi m'occuper des factures pour que vous puissiez vous concentrer uniquement sur votre grand-mère. S'il vous plaît. » Chloé le fixa, les larmes revenant aux yeux, mais elle était trop fatiguée pour se battre. Et au fond, elle savait qu'elle ne pourrait jamais payer ses factures seule. Ce seraient des années de dettes, de triple travail, de sacrifices impossibles. « Je vous rembourserai. D'une manière ou d'une autre, un jour je vous rembourserai chaque centime. »
Laurent sourit et l'embrassa doucement sur le front, un geste si naturel que tous deux ne le réalisèrent qu'après coup. « Ce n'est pas la peine. Remboursez-moi simplement en allant bien. Vous et votre grand-mère, c'est tout ce que je veux. » Chloé acquiesça, se rendant, et ils retournèrent dans la salle d'attente. Mais quelque chose avait encore changé. Le baiser sur le front, aussi chaste soit-il, avait franchi une ligne, et tous deux le savaient. Ce n'était plus qu'une question de temps avant qu'ils ne doivent avoir une vraie conversation sur ce qui se passait entre eux, sur ce que cela signifiait et où cela pourrait les mener. Mais cette conversation devrait encore attendre un peu, car le destin, comme toujours, avait encore quelques surprises en réserve. 2 semaines après la frayeur avec Madame Irène, la vie commença à prendre une nouvelle normalité. La grand-mère de Chloé quitta les soins intensifs pour une chambre normale, où elle se remettait peu à peu. Les médecins confirmèrent qu'elle aurait besoin d'une chirurgie cardiaque, mais voulaient attendre quelques semaines pour qu'elle reprenne des forces. Chloé retourna travailler à l'hôtel particulier, mais avec des horaires flexibles que Laurent insista pour lui offrir afin qu'elle puisse rendre visite à sa grand-mère tous les jours à l'hôpital. Le scandale sur Internet perdait peu à peu de sa vigueur. De nouveaux scandales avaient éclaté, d'autres célébrités et personnalités publiques occupaient désormais les gros titres. Les sites qui avaient publié les images de Laurent menotté furent poursuivis et beaucoup retirèrent le contenu après des accords à l'amiable. Marc Rivière et son équipe travaillaient sans relâche pour laver la réputation de Laurent et de Chloé, et les résultats commençaient à se voir. Mais alors que le monde extérieur se calmait, leur monde intérieur était en pleine effervescence. La tension entre Laurent et Chloé était palpable. Ils essayèrent de maintenir la formalité, de prétendre que rien n'avait changé, mais les regards qu'ils échangeaient duraient quelques secondes de plus. Les conversations s'étiraient au-delà du nécessaire, et il y avait des moments où leur proximité physique créait une électricité dans l'air impossible à ignorer. Ce fut un jeudi après-midi que tout recommença à s'effondrer. Laurent était dans son bureau quand son assistante appela du siège de l'entreprise, la voix tendue. « Monsieur Dubois, il y a une visite ici qui demande à vous voir. Elle dit que c'est urgent et personnel. »« Qui est-ce » ?»« Béatrice Valentin. » Le nom tomba comme une bombe. Laurent n'avait pas entendu parler de Béatrice depuis des années. Depuis qu'elle avait perdu la bataille judiciaire et disparu, il avait supposé qu'elle ne reviendrait jamais. Pourquoi maintenant? Pourquoi après si longtemps? Dites-lui que je suis occupé. Je ne veux pas la voir. Monsieur, elle a dit que si vous ne la recevez pas, elle donnera une interview à la presse à votre sujet. Elle dit avoir des informations qui pourraient être intéressantes compte tenu des nouvelles récentes. Laurent sentit la colère monter. Béatrice utilisait le scandale comme levier pour forcer une rencontre. C'était typique d'elle. Toujours manipulatrice, toujours calculatrice. Très bien. Dites-lui que je la reçois. Mais ici, à la maison, pas au bureau. Et que ce soit dans 1 heure. Il raccrocha et resta assis un moment, réfléchissant. Que voulait Béatrice après tout ce temps? Et quelles informations prétendait-elle avoir? Laurent ne croyait pas qu'elle sache quoi que ce soit de pertinent, mais il ne pouvait pas non plus prendre le risque. Si elle allait à la presse avec des mensonges, cela pourrait raviver tout le scandale qui commençait enfin à s'éteindre. Chloé nettoyait la bibliothèque quand Laurent descendit pour l'avertir qu'il aurait une visite importante et qu'elle pouvait rester à l'étage pour éviter tout embarras. Mais quelque chose dans le ton de sa voix la poussa à demander « Tout va bien? Vous avez l'air tendu, Laurent. » Hésita puis décida d'être honnête. « C'est mon ex, Béatrice. Celle dont je t'ai parlé, celle qui m'a trahi il y a des années. Elle a demandé à me voir. Je ne sais pas ce qu'elle veut, mais ça ne peut pas être bon. » Chloé devint visiblement mal à l'aise. « Vous voulez que je parte? Je peux finir plus tôt aujourd'hui. »« Non, ce n'est pas la peine. Je vais juste la recevoir dans le bureau, régler ce qu'elle veut et la renvoyer. Ça ne prendra pas longtemps. » Mais Chloé vit quelque chose sur son visage qui l'inquiéta. Il y avait de la tension, mais aussi une ouverture, une vulnérabilité. Béatrice avait clairement encore un pouvoir sur lui, ne serait-ce que celui de le ramener à un passé douloureux. Béatrice arriva exactement 1 heure plus tard, au volant d'une voiture importée et vêtue de vêtements de luxe. Elle avait toujours été belle au sens conventionnel du terme, grande, blonde, avec des traits délicats et un air de confiance qui frisait l'arrogance. Mais les années avaient laissé des marques subtiles.
Il y avait une dureté autour de ses yeux qui n'existait pas avant, une tension dans ses épaules qui suggérait que la vie n'avait pas été aussi généreuse qu'elle l'espérait. Laurent la reçut dans son bureau, ne se levant pas quand elle entra, lui indiquant simplement une chaise d'un geste froid. « Béatrice, ça fait longtemps. » Elle sourit, mais ce n'était pas un sourire sincère. C'était calculé, répété. « Laurent, tu vas bien? J'ai vu les nouvelles. On dirait que tu as eu des mois intéressants. Allons droit au but. Que veux-tu » Béatrice s'assit, croisant élégamment les jambes. Toujours aussi directe, certaines choses ne changent jamais. Écoute, je suis venu parce que je pense que nous pouvons nous aider mutuellement. Je ne suis intéressé par aucune aide de ta part, et je ne pense pas avoir quoi que ce soit que tu veuilles. Oh, mais si, tu as ta réputation, ton empire commercial, ton image publique, des choses qui peuvent être encore plus endommagées si certaines informations parviennent aux mauvaises oreilles. Laurent l'étudia avec des yeux froids. Tu me menaces ? Je t'offre une solution. Tu vois, je sais qui a fait fuiter cette vidéo de toi menottée. Et j'ai des preuves. Laurent se pencha en avant, son intérêt s'éveillant malgré sa méfiance. Parle. C'était Fabien, ton cher ancien ami. Il a engagé quelqu'un pour s'introduire chez toi, te droguer pendant ton sommeil et te menotter. Tout était planifié pour t'humilier publiquement. Et j'ai des emails, des conversations, tout est documenté. Pourquoi aurais-tu ça? Parce que Fabien, cet idiot, a essayé de me reconquérir il y a quelques mois. Il pensait qu'on pourrait s'allier à nouveau contre toi. J'ai fait semblant d'accepter. Mais en réalité, je rassemblais des preuves. Et maintenant, je suis là pour te les offrir. En échange de quoi? Béatrice se pencha en avant, sa voix devenant plus douce, plus intime. En échange d'une seconde chance, avec moi. Écoute, je sais que j'ai tout gâché il y a des années. C'était la plus grande erreur de ma vie. Mais j'ai changé, Laurent. J'ai vécu à l'étranger, j'ai appris, j'ai grandi. Et j'ai réalisé que ce que nous avions était spécial. Laisse-moi revenir dans ta vie. Laisse-moi te montrer que je peux être la partenaire dont tu as toujours eu besoin. Laurent la regarda avec un mélange d'incrédulité et de pitié. Béatrice n'avait pas changé d'un iota. Elle était toujours la même manipulatrice, utilisant n'importe quel outil pour obtenir ce qu'elle voulait. Tu penses vraiment qu'après tout ce que tu as fait, après m'avoir trahi de la manière la plus cruelle possible, je t'accepterai de nouveau? Et en plus, comme si c'était une transaction commerciale. Ce n'est pas une transaction, c'est de l'amour. Je t'aimais, Laurent. Je t'aime encore. Ce que nous avons fait était mal, mais c'est une erreur qui m'a appris à quel point tu es important. Et regarde-toi maintenant, impliqué dans des scandales avec une employée de maison. Tu mérites mieux que ça. Tu mérites quelqu'un de ton niveau, quelqu'un qui comprend ton monde. La mention de Chloé fit se briser quelque chose en Laurent. Il se leva brusquement, sa voix basse mais chargée d'une colère contenue. Ne parle pas de Chloé. Tu ne sais rien d'elle, de ce qu'elle signifie ou de sa valeur. Et quant à tes preuves, tu peux les garder. Je trouverai mes propres preuves contre Fabien. Maintenant, sors de chez moi et ne reviens plus jamais. Béatrice se leva aussi, son masque de douceur tombant complètement. Tu fais une erreur. Cette fille n'est pas pour toi, elle ne comprendra jamais ton monde. Elle ne pourra jamais te suivre. Et quand tu t'en rendras compte, il sera trop tard. Je ne serai pas là à attendre. Parfait. Je ne veux pas que tu sois là. Maintenant, sors. Béatrice le foudroya du regard, puis se tourna et sortit, ses talons hauts résonnant dans le couloir de marbre. Laurent entendit la porte d'entrée se refermer violemment, puis il s'effondra sur sa chaise, les mains tremblant légèrement. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Chloé avait tout entendu. Elle passait dans le couloir quand les voix avaient commencé à monter, et même en sachant qu'elle ne devrait pas, elle était restée devant la porte, écoutant chaque mot. Son cœur se serra quand elle entendit Béatrice dire qu'elle ne serait jamais du niveau de Laurent, qu'elle n'appartenait pas à ce monde. Et le plus douloureux, c'est qu'au fond, Chloé était d'accord. Elle remonta silencieusement à l'étage, entrant dans la chambre que Laurent utilisait rarement et qu'elle était en train de ranger. Elle s'assit sur le lit, les mains tremblantes. Les mots de Béatrice résonnaient dans son esprit. « Cette fille n'est pas pour toi, elle ne comprendra jamais ton monde. » C'était vrai. Chloé le savait depuis le début. Elle était une employée de maison de Saint-Denis qui partageait un minuscule appartement avec sa grand-mère malade.
Laurent était un millionnaire qui dirigeait un empire, qui vivait dans un monde d'affaires complexes et d'événements sociaux sophistiqués. Ils venaient de réalités si différentes qu'il était presque risible d'imaginer que quelque chose entre eux puisse fonctionner. Mais alors, pourquoi cela faisait-il si mal? Pourquoi l'idée de s'éloigner de lui semblait-elle impossible à supporter? Chloé se leva et commença à ranger mécaniquement les étagères de la chambre, essayant d'occuper son esprit avec des tâches simples. C'est alors qu'elle vit le vieux dossier au fond du placard. Il était en cuir usé, couvert de poussière, clairement oublié depuis longtemps. Sans trop réfléchir, elle l'ouvrit, pensant que ce n'était que de vieux documents à jeter. Mais ce qu'elle trouva à l'intérieur lui glaça le sang. C'étaient des contrats, des documents juridiques datant de 15 ans. Et sur l'entête, le nom de l'entreprise de Laurent. Elle commença à lire, et à chaque ligne, son cœur s'enfonçait un peu plus. Il s'agissait d'une acquisition. L'entreprise de Laurent, encore petite mais en pleine croissance, avait absorbé une plus petite entreprise appelée Confection Martin. Articles de couture et vêtements. Chloé laissa tomber les papiers comme s'ils la brûlaient. Confection Martin, c'était l'entreprise de sa famille, celle que son grand-père avait fondée et que sa grand-mère avait essayé de maintenir à flot après son départ. L'entreprise qui avait fait faillite quand Chloé avait 11 ans, laissant la famille dans des difficultés financières qui avaient duré des années. C'était à cause de cette faillite que sa grand-mère avait dû cumuler 3 emplois, que Chloé avait grandi avec peu, qu'il n'avait jamais pu se payer des soins médicaux adéquats jusqu'à présent. Et Laurent, son entreprise était responsable. Il avait absorbé l'entreprise de sa famille, payant probablement une misère avant de tout démanteler pour ne garder que les clients et les contrats de valeur. C'était une pratique courante dans le monde des affaires, mais pour la famille Martin, cela avait signifié la ruine. Les mains tremblant violemment, Chloé continua de lire. Il y avait des rapports détaillant comment l'acquisition avait été stratégique, comment ils avaient offert un prix bas en profitant des difficultés financières de Confection Martin, comment ils avaient licencié tous les anciens employés juste après le rachat. Tout était là, documenté froidement, cliniquement. Chloé eut la nausée. Laurent le savait-il? Quand il l'avait embauché, quand il avait commencé à se rapprocher d'elle, savait-il que son entreprise avait détruit celle de sa famille? Ou n'était-ce qu'une cruelle coïncidence du destin? Elle rassembla soigneusement les documents, les remit dans le dossier et quitta la chambre. Descendre les escaliers fut comme marcher au ralenti. Chaque pas pesait une tonne. Quand elle arriva au bureau, Laurent était toujours assis dans la même position, regardant par la fenêtre. Monsieur Dubois. Sa voix sortit plus froide qu'elle ne l'aurait voulu et il se retourna, immédiatement remarquant que quelque chose n'allait pas. « Chloé, vous avez entendu la conversation? Écoutez, rien de ce que Béatrice a dit. »« J'ai trouvé ça, » l'interrompit-elle, posant le dossier sur son bureau. Dans une des chambres. C'était au fond d'un placard. Laurent regarda le dossier sans en comprendre immédiatement l'importance. Puis il l'ouvrit, vit les documents, et Chloé observa l'instant exact où il comprit. Elle vit son visage pâlir, ses yeux s'écarquillaient. « Chloé, je ne savais pas. Vous devez me croire, je n'avais aucune idée que votre entreprise a détruit l'entreprise de ma famille, que la raison pour laquelle ma grand-mère a dû travailler jusqu'à l'épuisement, pour laquelle nous avons grandi dans la difficulté, c'est parce que vous avez absorbé notre entreprise et l'avez démantelée. Vous ne le saviez pas? Non, je le jure, j'avais 25 ans quand c'est arrivé. L'entreprise débutait. Je faisais des dizaines d'acquisitions, c'est mon associé de l'époque qui s'occupait de ces négociations. Je ne faisais que signer les papiers. Chloé, vous devez comprendre. Je dois comprendre, répéta-t-elle, sa voix montant. Je dois comprendre que vous, sans le savoir, êtes la raison de toute la douleur que ma famille a subie, et maintenant vous pensez pouvoir tout réparer en payant les factures médicales de ma grand-mère, comme si l'argent pouvait effacer 15 ans de souffrance? Chloé, s'il vous plaît, parlons calmement. C'était il y a longtemps, j'étais une personne différente, je ne savais pas. Mais les conséquences ont été réelles. La grand-mère que vous payez pour soigner n'est malade que parce qu'elle a dû travailler si dur pendant des années sans prendre soin de sa propre santé. Parce que nous n'avions pas les moyens de payer des bilans réguliers. Parce que votre entreprise nous a tout pris. Les larmes coulèrent sur son visage maintenant, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage, de trahison, d'un poids qui s'était accumulé depuis qu'elle avait lu ces documents.
Laurent se leva, essayant de s'approcher, mais Chloé recula d'un pas. « Non, n'approchez pas. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de digérer tout ça. Chloé, laisse-moi t'expliquer correctement. Laisse-moi te montrer que je peux compenser, que je peux compenser. Comment allez-vous compenser 15 ans? Comment allez-vous rendre le temps que ma grand-mère a perdu? Comment allez-vous effacer les nuits où j'ai eu faim parce que nous n'avions pas assez d'argent? » Elle reprit le dossier et le serra contre sa poitrine. « Je m'en vais. Je ne peux plus travailler ici. Je ne peux pas vous regarder sans voir tout ce que nous avons perdu. Tu n'es pas obligé de partir, s'il te plaît, Chloé. Ne laisse pas ça détruire ce que nous sommes en train de construire. » Chloé rit, mais c'était un son sans joie. Ce que nous sommes en train de construire, c'était construit sur un mensonge, sur une dette que vous ne saviez même pas que vous aviez. Et le pire, c'est que je suis tombée amoureuse de vous. Je suis tombée amoureuse de l'homme qui, même sans le savoir, est responsable d'une si grande partie de ma douleur. Comment puis-je vivre avec ça? L'aveu resta en suspens entre eux. C'était la première fois que l'un ou l'autre admettait à voix haute ce qui se passait. Mais au lieu d'être un moment d'union, c'était un moment de rupture. Laurent fit un pas en avant, sa propre voix se brisant. « Je suis tombé amoureux de toi aussi. Et c'est exactement pour ça que je dois réparer ça. Laisse-moi réparer. » Mais Chloé sortait déjà du bureau, les larmes l'aveuglant. Elle monta les escaliers en courant, prit son sac et sortit par la porte d'entrée sans se retourner. Laurent resta immobile dans le bureau, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Cette nuit-là, Chloé ne dormit pas. Elle resta assise dans le petit salon de l'appartement, le dossier ouvert devant elle, regardant les preuves en noir et blanc de la façon dont le passé et le présent étaient cruellement entrelacés. Sa grand-mère, encore en convalescence mais déjà bien mieux, sentit que quelque chose n'allait pas, mais Chloé n'eut pas le courage de lui raconter. Pas encore. Et dans l'hôtel particulier vide de Neuilly-sur-Seine, Laurent resta également éveillé toute la nuit, regardant son téléphone, voulant appeler, voulant expliquer, mais sachant qu'aucun mot ne suffirait à réparer ce qui venait de se briser. Il pensa à tout ce qu'il avait construit dans sa vie, à tout le succès qu'il avait accumulé, et réalisa que rien de tout cela n'importait s'il n'avait pas Chloé. Mais comment la reconquérir? Comment montrer que l'homme qu'il était maintenant n'était pas le même que celui qui avait signé ses papiers 15 ans plus tôt sans penser aux vies qu'il affectait? L'aube arriva sans réponse pour aucun des deux. Seulement avec la certitude douloureuse que parfois, l'amour ne suffit pas. Parfois le passé projette des ombres si grandes que même tout le repentir du monde ne peut les dissiper. Et parfois, la personne qui vous donne envie d'être meilleure est exactement celle que vous avez le plus blessée, même sans le savoir, même sans le vouloir. Et il n'y a pas de pardon facile pour cela. Seulement le long et incertain chemin de la rédemption, si tant est qu'il soit possible. Les mois qui suivirent furent les plus difficiles de la vie de Laurent Dubois. Il essaya d'appeler Chloé d'innombrables fois, mais elle ne répondit jamais. Il envoya des messages qui restèrent sans réponse. Il tenta même d'aller à son appartement, mais Chloé demanda à une voisine de dire qu'elle ne voulait pas le voir. C'était comme si une porte s'était définitivement fermée, et Laurent ne trouvait pas la clé pour la rouvrir. Il se plongea dans le travail, mais pour la première fois de sa vie, les affaires ne lui apportaient aucune satisfaction. Il signait des contrats millionnaires et se sentait vide. Il remportait des prix de l'industrie et restait indifférent. Rien n'importait sans Chloé. L'hôtel particulier, autrefois simplement vide, ressemblait maintenant à un mausolée d'opportunités perdues. Chaque pièce recelait un souvenir d'elle, la bibliothèque où ils avaient parlé de livres, le jardin où elle lui avait appris sur les plantes, la cuisine où ils avaient pris leur premier café ensemble. Ce fut Marc Rivière, son avocat, qui apporta enfin de bonnes nouvelles concernant l'affaire de la vidéo. L'équipe d'enquêteurs numériques avait réussi à remonter jusqu'à Fabien Moreau de manière irréfutable. Ils avaient assez de preuves pour le poursuivre pénalement. Mais quand Marc vint présenter les preuves, s'attendant à voir Laurent triomphant, il trouva un homme abattu. Laurent regarda les documents sans grand intérêt. « Classe tout ça, je ne veux pas le poursuivre. » Marc le fixa perplexe. « Laurent, ce sont des preuves solides. Nous pouvons détruire son entreprise, le mettre en prison pour violation de la vie privée. C'est ce que tu voulais. »« C'est ce que je voulais, » corrigea Laurent. « Mais j'ai réalisé que la vengeance ne change rien. Elle ne ramènera pas Chloé. Elle ne réparera pas les erreurs que j'ai commises.
Elle ne fera que perpétuer un cycle de douleur. Je suis fatigué, Marc. Fatigué de me battre, de rivaliser, d'être toujours en guerre avec quelqu'un. Marc s'assit, étudiant son client avec inquiétude. Laurent Dubois était connu pour être impitoyable en affaires, pour ne jamais laisser passer un affront. Voir ce changement était déconcertant, mais aussi, d'une certaine manière, réconfortant. Il y avait de l'humanité là, quelque chose que Marc pensait endormi depuis longtemps. Et que vas-tu faire alors? Laurent regarda par la fenêtre, la ville de Paris s'étendant à l'horizon. Je vais essayer d'être une meilleure personne. C'est tout ce que je peux faire. Et il commença. Laurent examina toutes les anciennes acquisitions de l'entreprise, toutes les situations où ils avaient peut-être agi légalement, mais pas nécessairement éthiquement. Il trouva des dizaines de cas similaires à celui de Confection Martin, de petites entreprises qui avaient été absorbées et démantelées, des familles qui avaient perdu leur gagne-pain, et il commença à faire des réparations. Il créa un fonds de compensation, contactant les anciennes familles propriétaires, offrant des indemnités justes pour ce qu'elles avaient perdu. Certains refusèrent, encore trop amers. D'autres acceptèrent avec des larmes de soulagement, pouvant enfin régler des dettes ou réaliser des rêves reportés. Ce n'était pas parfait, ça n'effaçait pas le passé, mais c'était un début. Mais le projet le plus important naquit une nuit où Laurent examinait les documents de Confection Martin pour la 100e fois. Il regarda les papiers et vit non seulement des chiffres et des contrats, mais des personnes. La grand-mère de Chloé travaillant sans relâche, la petite Chloé grandissant dans la privation, des années de souffrance silencieuse. Et puis il eut une idée. Il appela Marc au milieu de la nuit. « Je veux créer une fondation dédiée aux soins des personnes âgées à faible revenu, santé, logement assisté, tout ce dont elles ont besoin, et je veux qu'elle s'appelle la Fondation Irène Martin. » Marc resta silencieux un moment, réfléchissant. Le nom de la grand-mère de Chloé. « Oui, ce n'est pas pour acheter le pardon. Je sais que je ne peux pas, mais je veux que quelque chose de bon sorte de tout ça. Je veux que d'autres grand-mères n'aient pas à travailler jusqu'à tomber malades, parce que leurs petits-enfants n'ont pas les moyens de payer des soins médicaux adéquats. Et c'est ainsi que tout commença. Laurent investit personnellement des millions dans la fondation. Il engagea les meilleurs professionnels de la santé gériatrique et de l'assistance sociale. Il trouva un grand bâtiment dans le sud de Paris, près de là où vivait Chloé, et le transforma en un centre de soins complet. Il y avait des cabinets médicaux, des salles de kinésithérapie, des espaces de vie commune, et même un petit jardin intérieur où les personnes âgées pouvaient passer du temps. L'inauguration eut lieu un samedi d'octobre, 6 mois après que Chloé eut quitté la maison. Laurent n'invita pas la presse, ne fit pas de bruit. Il ouvrit simplement les portes à la communauté, offrant des services gratuits à ceux qui en avaient besoin. Le premier jour, plus de 100 personnes se présentèrent. La plupart des personnes âgées, accompagnées de membres de leur famille, qui peinaient à croire qu'une telle chose gratuite et de qualité existait. Ce que Laurent ne savait pas, c'est que Chloé était là. Elle avait entendu parler de la fondation par une voisine qui avait vu l'annonce au centre de santé local. Quand elle lut le nom Fondation Irène Martin, son cœur faillit s'arrêter. Elle devait voir par elle-même si c'était réel, si Laurent avait vraiment fait cela. Chloé arriva au bâtiment en milieu d'après-midi, déguisée avec une casquette et des lunettes de soleil, ne voulant pas être reconnue. Elle se promena dans les couloirs, observant tout. Les médecins qui consultaient avec patience, les infirmiers qui traitaient chaque personne âgée avec dignité, les installations impeccables mais accueillantes, et sur chaque plaque, sur chaque document, le nom de sa grand-mère. Elle trouva une petite salle qui servait de mémorial. Sur les murs, il y avait des photos et des histoires de personnes âgées, de la communauté, mais au centre, une plaque de bronze avec une gravure. Cette fondation est dédiée à toutes les Irènes du monde, qui sacrifient tout par amour et reçoivent rarement la reconnaissance qu'elles méritent. Que cet espace honore leur vie et prenne soin d'elles, avec le même dévouement qu'elles ont pris soin de leur famille. Chloé sentit les larmes commencer à couler. Ce n'étaient pas des larmes de rage ou de rancœur, mais de quelque chose de plus complexe. C'était de la reconnaissance. C'était voir que Laurent avait vraiment compris qu'il avait changé, que ce n'était pas un geste vide, mais une véritable transformation. Elle lisait à nouveau la plaque quand elle entendit une voix derrière elle,
une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des mois mais qui faisait toujours battre son cœur plus vite. « Je savais que tu viendrais. J'espérais que tu viendrais. » Chloé se retourna lentement. Laurent était là, debout à l'entrée de la salle, et elle le reconnut à peine. Il avait maigri, il y avait une tristesse dans ses yeux qui n'existait pas avant, mais il y avait aussi quelque chose de plus doux, de plus humain. L'homme devant elle n'était pas l'homme d'affaires confiant qu'elle avait connu des mois plus tôt. C'était quelqu'un qui s'était brisé et essayait de se reconstruire. « C'est toi qui as fait ça, » dit-elle, sa voix à peine un murmure. « Tu as créé tout ça. » Il hocha la tête, gardant ses distances, comme s'il avait peur de l'effrayer. « C'était le moins que je puisse faire. Ça n'efface pas le passé, ça ne répare pas ce que l'entreprise a fait à ta famille. Mais peut-être que ça peut empêcher d'autres familles de vivre la même chose. Peut-être que ça peut honorer tout ce que ta grand-mère a représenté et représente. » Chloé essuya ses larmes, luttant pour garder son calme. « Ma grand-mère va mieux. Elle a été opérée il y a 2 mois. Elle se remet bien. » « Je sais, j'ai continué à payer les factures de l'hôpital, même si tu m'as demandé d'arrêter. J'espère que ça ne te dérange pas. J'avais besoin de savoir qu'elle allait bien, même en sachant que tu ne voulais plus me parler. Pourquoi as-tu continué ?» demanda Chloé. « Après tout, après que je sois parti, pourquoi as-tu continué ?» Laurent fit un pas de plus et Chloé ne recula pas. « Parce que j'ai réalisé que le véritable amour, ce n'est pas ce que tu peux recevoir, mais ce que tu peux donner, même sans retour. Même sans pardon, même sans espoir. Je t'aime, Chloé, et je continuerai de t'aimer même si tu ne parviens jamais à me pardonner pour ce que l'entreprise a fait, même si tu ne veux plus jamais me voir. Ça ne change pas ce que je ressens. » Chloé sentit sa poitrine se serrer. Elle avait passé des mois à essayer de le haïr, à essayer de se convaincre que ses sentiments n'étaient que de la gratitude ou de la confusion. Mais la vérité avait toujours été là, indéniable et persistante. Elle l'aimait aussi, et voir ce qu'il avait fait, non pas pour l'impressionner ou la reconquérir, mais sincèrement pour faire une différence, brisa les dernières barrières qu'elle avait construites. « Je t'aime aussi, admit-elle enfin, et ça me fait tellement peur, parce que ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Il y a tant d'histoires, tant de douleurs. » « Je sais, et je ne te demande pas que ce soit facile. Je ne te demande pas d'oublier ou de faire comme si rien ne s'était passé. Je te demande juste une chance de te montrer chaque jour que l'homme qui signait des papiers sans penser aux conséquences n'est plus moi, que j'ai appris, que j'ai changé. » Chloé regarda autour de la salle, la plaque, tout ce que Laurent avait construit. Puis elle le regarda à nouveau, ses yeux chargés d'autant d'espoir que de peur. « Ça prendra du temps. Je ne peux pas simplement revenir et faire comme si tout allait bien. Je sais, et je suis prêt à attendre le temps qu'il faudra. Un jour, 1 mois, 1 an, toute une vie, ce dont tu as besoin. » Chloé fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux. « Ma grand-mère sait pour toi, pour tout. Je lui ai raconté quand j'ai découvert pour l'entreprise. Tu sais ce qu'elle a dit ?» Laurent secoua la tête, attendant. « Elle a dit que tout le monde mérite une chance de réparer ses erreurs, que juger quelqu'un sur le pire moment de sa vie n'est pas juste, et que si tu avais vraiment changé, je le reconnaîtrais en le voyant. Elle avait raison, je le vois. » Les larmes coulaient maintenant sur leurs 2 visages. Chloé tendit la main et Laurent la prit comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Le contact, après tant de mois, était à la fois familier et nouveau, chargé de tout ce qu'ils avaient traversé, tout ce qu'ils avaient perdu et tout ce qu'ils pourraient peut-être reconstruire. Ils restèrent ainsi un long moment, se tenant simplement la main, laissant la connexion qui ne s'était jamais vraiment rompue circuler à nouveau entre eux. Puis Chloé le serra dans ses bras, et Laurent l'enlaça comme s'il tenait sa vie entière dans ses bras. Et d'une certaine manière, c'était le cas. « Ce ne sera pas comme avant, » murmura Chloé contre sa poitrine. « Je sais, ce sera mieux, parce que maintenant, nous savons ce que nous avons failli perdre. » Dans les jours qui suivirent, Chloé retourna visiter la fondation, cette fois en amenant sa grand-mère pour découvrir l'endroit qui portait son nom. Madame Irène, encore fragile mais l'esprit toujours aussi fort, parcourut les couloirs les larmes aux yeux. Elle prit la main de Laurent et dit « Mon garçon, tu n'avais pas besoin de faire tout ça à cause du passé, mais le fait que tu l'aies fait montre la grandeur de ton cœur. Prends bien soin de ma Chloé, elle est spéciale. » Laurent le promit, avec toute la sincérité qu'il avait.
et il commença à tenir cette promesse chaque jour. Lui et Chloé reconstruisirent leur relation lentement, avec patience et honnêteté. Ils ne redevinrent pas immédiatement ce qu'ils étaient, mais créèrent quelque chose de nouveau, de plus fort, car construit sur la vérité et la rédemption. Laurent réduisit sa charge de travail, délégua davantage, apprit à valoriser la vie au-delà des affaires. Il commença à faire du bénévolat à la fondation le samedi, parlant avec les personnes âgées, écoutant leurs histoires, apprenant sur des vies qu'il aurait autrefois ignorées. Chloé reprit ses études, suivant un cours de gestion sociale pour pouvoir aider à administrer la fondation plus efficacement. Fabien Moreau, apprenant que Laurent n'allait pas le poursuivre, se présenta un jour à la maison. La rencontre fut tendue, mais ils finirent par parler pendant des heures. Laurent n'offrit pas un pardon complet, ne prétendit pas que ce que Fabien avait fait était acceptable. Mais il offrit quelque chose de plus précieux, la chance pour eux deux d'avancer sans le poids du passé. Fabien sortit, différent de cette rencontre, et bien qu'ils ne redevinssent jamais amis, la guerre entre eux prit enfin fin. Quant à Béatrice, elle tenta de se rapprocher une fois de plus, mais Laurent lui fit comprendre que ce chapitre était définitivement clos. Il avait trouvé quelque chose de réel, quelque chose qui allait au-delà de la commodité ou de l'intérêt. Il avait trouvé le véritable amour, celui qui transforme, qui guérit, qui vous donne envie d'être meilleur, non pas pour impressionner, mais parce que vous devenez sincèrement une meilleure personne à travers lui. Un an après l'ouverture de la fondation, Laurent fit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire. Il créa une vidéo simple, sans production élaborée, juste lui parlant directement à la caméra de la rédemption, du pardon, de l'amour né d'un matin de chaos. Il parla de la façon dont les pires circonstances mènent parfois aux meilleures destinations, de la façon dont se briser peut être le premier pas pour se reconstruire plus fort. La vidéo devint virale, non pas parce qu'elle était scandaleuse, mais parce qu'elle était authentique. Les gens qui avaient autrefois commenté méchamment le scandale parlaient maintenant de seconde chance. Le public, habitué à juger, fut ému par la vérité brute de ces mots. Et Chloé, qui apparut brièvement à la fin de la vidéo, souriant à ses côtés, devint le symbole que le véritable amour survit aux tempêtes. La fondation grandit, ouvrant d'autres centres dans d'autres régions de Paris. Madame Irène en devint la marraine officielle, rendant visite lorsque sa santé le lui permettait, toujours accueillie en fête par les personnes âgées qui bénéficiaient de l'endroit portant son nom. Elle vivrait encore de nombreuses années, entourée de l'amour de sa petite-fille et de l'homme qu'elle avait appris à appeler aussi son petit-fils. Et Laurent comprit enfin ce que sa mère lui disait quand il était enfant, avant de partir. La vraie richesse ne se mesure pas en banque, mais au nombre de vies que l'on touche. Il avait beaucoup d'argent, oui, mais maintenant, il avait aussi un but. Il avait l'amour. Il avait une famille qu'il avait choisie, pas celle avec laquelle il était né. Un dimanche après-midi, 2 ans après ce matin où il s'était réveillé menotté, Laurent et Chloé étaient dans le jardin de la maison. Ils n'y vivaient plus seuls. Chloé avait emménagé avec Madame Irène qui avait maintenant une chambre au rez-de-chaussée, adaptée à ses besoins. La maison qui était un mausolée était maintenant vivante de conversations, de rires, de petits désaccords et de réconciliations, le bruit merveilleux de gens qui s'aiment vivant ensemble. Laurent aidait Chloé à planter de nouvelles roses, une activité qu'il avait appris à apprécier. Elle riait de son impatience face au lent processus de s'occuper de quelque chose de vivant, de sa volonté que les fleurs poussent plus vite. « Tu ne peux pas presser la nature, dit-elle, les mains sales de terre. Certaines choses ont besoin de temps pour bien grandir. Comme nous, répondit-il, l'attirant pour un doux baiser. Comme nous, acquiesça Chloé, posant son front contre le sien. Et c'est ainsi, les mains sales de terre et le cœur plein d'amour, qu'ils réalisèrent que l'histoire qui avait commencé avec des chaînes s'était terminée par des liens. Non pas de fer, mais d'affection. Le passé n'avait pas été oublié, mais avait trouvé un nouveau sens. Et la promesse qui flottait dans l'air était simple et puissante. Parfois, l'âme ne se libère que lorsque le cœur accepte que toute prison n'est pas une punition. Certaines ne sont que le début d'une nouvelle forme de liberté. La liberté d'aimer sans peur, la liberté de se tromper et d'apprendre, la liberté d'être vulnérable, la liberté de reconstruire, la liberté de vivre, de vraiment vivre,
avec quelqu'un qui vous voit avec tous vos défauts et choisit quand même de rester. Et dans ce jardin de Neuilly-sur-Seine, alors que le soleil se couchait en teintant le ciel de doré, Laurent Dubois et Chloé Martin n'étaient plus patrons et employés, millionnaires et domestiques passés et présents. Ils étaient simplement deux personnes qui avaient trouvé, l'une en l'autre, le foyer qu'elles avaient toujours cherché. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Laurent et Chloé a touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce voyage de rédemption, d'amour et de seconde chance, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué. Était-ce la force de Chloé, la transformation de Laurent, la sagesse de Madame Irène? Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine. Des histoires sur le pardon, le dépassement de soi et le pouvoir transformateur du véritable amour. Car au final, nous méritons tous une seconde chance et nous pouvons tous devenir de meilleures personnes lorsque nous trouvons quelqu'un qui croit en nous. Nous vous attendons pour le prochain épisode où une nouvelle histoire touchera votre âme et vous fera réfléchir à ce qui compte vraiment dans la vie. D'ici là, et n'oubliez jamais, il n'est jamais trop tard pour recommencer.